Bienvenue en live, j'espère que vous avez la forme, que vous avez passé une bonne journée. Nous avons notre live, notre live histoire, vous le savez, notre rendez-vous du mercredi. Soit on parle, soit on fait des documentaires, soit on accueille des historiens, des historiennes. Et donc c'est notre première invitée de l'année 2026 qui est avec nous. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent le format, et il y en a à chaque fois, les live histoires c'est quoi ? On accueille des historiens, des historiennes pour venir discuter avec nous de leur sujet de prédilection, le sujet de leur recherche, et vous pouvez profiter, et vous profitez surtout du chat pour poser vos questions. Et ça va être un moment absolument délicieux, donc profitez-en. Vous allez bien, bonsoir Rive, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, super. C'est à quelle heure le patinage ? Ça n'a rien à voir, arrêtez, d'accord, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est terminé. Aujourd'hui donc, nous avons le plaisir, je dis, et franchement je suis ravi, nous avons Justine Audebrand. Bonjour Justine, comment est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci. Bonsoir à tout le monde sur le chat. Oui, Justine, merci beaucoup de venir nous voir. En tout cas, ça fait très plaisir. Un sujet, quand je l'ai annoncé, les gens étaient ravis, intéressés, intrigués. Donc, on va pouvoir en discuter largement aujourd'hui. Justine Audebrand. Donc, Justine, tu es agrégée et docteur en histoire médiévale, spécialiste de l'histoire de la famille et du genre au début du Moyen-Âge. C'est une période, on va en parler, peut-être un peu moins connue de la période médiévale. Et tu es post-doctorante à l'Institut historique allemand. Alors ça, c'est déjà une première question. Qu'est-ce que c'est ? Parce que l'Institut historique allemand, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que c'est ? Parce que j'ai reçu beaucoup d'historiennes qui viennent de différents laboratoires de recherche, et c'est la première fois que je lis ce nom, ce lieu. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, c'est tout à fait normal puisque personne ne connaît, mais c'est normal. En fait, c'est un institut de recherche qui, comme son nom l'indique, porte sur l'histoire, mais l'histoire du Moyen-Âge à nos jours, à l'époque contemporaine, et qui, comme son nom l'indique aussi, est financé par l'Allemagne. En fait, c'est un institut de recherche allemand à Paris. C'est, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est comme l'école française de Rome ou les écoles françaises à l'étranger. C'est des instituts de recherche d'un pays dans différents pays à l'étranger, ce qui permet de créer des liens avec les chercheurs sur place. Et donc, en fait, je suis employée par la République fédérale d'Allemagne. C'est pas vrai. Mais c'est à Paris. Voilà. Et il y a d'autres instituts de recherche allemands à Londres, à Rome, à Varsovie, à Washington, voilà, un peu partout dans le monde. Il y aura Katana qui nous dit c'est un peu Arte, quoi. C'est Arte, mais complètement pour la recherche de l'histoire. Exactement. En tout cas, voilà, on va passer une excellente soirée. Donc, vous le savez, ces live histoires sont évidemment disponibles. Et il y aura une rediff sur YouTube pour ceux qui arrivent en cours, ceux qui peuvent pas rester jusqu'au bout, et elles sont évidemment disponibles aussi en podcast sur la chaîne Rivenzi, le cercle de l'histoire, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify notamment. Donc si vous nous écoutez d'ailleurs sur ces plateformes, n'hésitez pas à nous laisser une petite évaluation, des petits 5 étoiles, ça nous aide vraiment. Donc voilà, faites-nous le premier podcast de France, bien sûr. Vous aurez la référence. Donc aujourd'hui, je le disais, nous allons parler d'un sujet dont je suis très fier qu'on en parle, c'est la vie des femmes au Moyen-Âge, une autre histoire du 6e au 11e siècle. Alors c'est un live intéressant à plus d'un titre, car si nous avons bien quelques noms de femmes célèbres de cette période du Moyen-Âge, nous avons Jeanne d'Arc, Aliénor d'Aquitaine, Christine de Pisan, pour ceux qui sont un petit peu plus connaisseurs, et même si on remonte de manière un petit peu plus lointaine encore, nous avons Cléopâtre. Sur la Renaissance, on a Marie, Catherine de Médicis. C'est vrai qu'elles sont quand même assez rares, ces femmes, à avoir traversé les arcanes de l'histoire, largement dominées par les hommes, racontées et écrites par eux la plupart du temps. Pourtant, cet ouvrage, dont franchement, et je vous le dis, je recommande la lecture, parce que c'est un ouvrage évidemment savant, puisque c'est un sujet qui est rare, mais qui est très bien écrit et surtout très accessible. Chacun, vous ouvrez la porte et l'histoire de ces femmes, de leur vie sur la période du Haut Moyen-Âge, comme je le disais, du 6e et du 11e siècle. Si la place des femmes a longtemps été mise de côté dans l'historiographie, dans notre manière de parler d'histoire, elle suscite aussi, et à l'aube de nos questionnements actuels, de nos sociétés, à l'ère notamment post-MeToo, beaucoup de fantasmes et d'envie d'imaginer autre chose qu'une réalité souvent brutale et parfois surprenante. Justement, Justine, je ne trahis pas de secret en disant que tu es née en 1993. C'est pas un secret. Donc on est à peu près de la même génération. Ouais. Forcément, c'est notre génération, elle a été quand même largement influencée par la vague MeToo. Est-ce que cette vague a influencé justement cet questionnement sur cette recherche, ou c'était déjà des questionnements que tu avais en étant étudiante sur la place de la femme dans les sociétés, et donc toi étant médiéviste sur la place de la femme au Moyen-Âge ? Alors, c'est des questionnements que j'avais avant, parce que donc MeToo, c'est en 2017, donc c'est à peu près au moment où j'ai commencé ma thèse, donc j'avais déjà un sujet de thèse qui portait en partie, pas exclusivement, mais sur l'histoire du genre.
Donc moi, c'est plutôt des questionnements que j'ai eu avant, mais aussi quand j'étais étudiante, finalement, de voir que à la fac, on a eu un cours d'histoire des femmes et tout le monde était... ça questionnait en fait les camarades de classe d'avoir un cours d'histoire des femmes. Et moi, c'était une question qui m'intéressait d'un point de vue politique aussi, parce que je suis une femme au 21e siècle, ça m'intéressait de voir des femmes du passé, et parce que je suis féministe et que je trouvais que c'était des questionnements importants. Et que finalement, c'est ça qui m'intéressait dans ces sociétés-là. Mais c'est pas ce sur quoi j'ai commencé. Au début, quand j'étais en master, j'ai travaillé sur de la géographie, des textes d'Evitsin, etc. C'était hyper intéressant aussi. Et après, je me suis dit, mais j'aimerais bien un truc un peu plus concret, donc sur des femmes, sur comment se perpétuent les rapports de genre au Moyen-Âge. Et après, je pense que évidemment, comme toutes les femmes et les hommes aussi de ma génération, on a été marqués par MeToo. Et ça a donné un regain à la fois de légitimité, mais aussi parfois de critique, en fait, de la part des gens vis-à-vis de ce qu'on faisait sur l'histoire des femmes. Donc, je suis pas sûre que ça m'ait influencé directement dans ma perception de l'histoire, en tout cas pour d'autres choses aussi. Et en fait, si, et je pense qu'on en reparlera après, le seul truc où probablement ça m'a influencé, mais peut-être plus en arrière-plan, l'avant-dernier chapitre du livre, c'est sur les violences faites aux femmes. Et ça, je pense que l'historiographie, pas moi personnellement, mais l'historiographie, les derniers livres qui sont sortis sur le sujet sont sur les violences faites aux femmes. Donc je pense qu'il y a une vraie actualité qui est celle dans laquelle finalement on s'inscrit. Donc il y a une actualité historiographique, mais qui n'est pas forcément individuelle, je veux dire, bien sûr. à ce niveau. Ouais, c'est intéressant. On va reparler évidemment de la manière dont a été écrite cette histoire. Ça va être un petit peu aussi le fil rouge de notre émission. Incroyable sujet, trop cool de mettre en avant des femmes. Et ça va être intéressant aussi de voir à quel point, et on en a un petit peu parlé avant l'émission, à quel point est-ce que ça suscite des fantasmes dans les deux sens et à quel point est-ce que, en fait, se croise, je pense, dans la réflexion et dans ton ouvrage, à la fois une redécouverte de la période médiévale, c'est-à-dire aujourd'hui, on comprend que la période médiévale n'était pas aussi sombre que ce qu'on nous a souvent décrit. Et du coup, à l'aune de ça, on essaie aussi de plaquer peut-être une nouvelle place que les femmes pouvaient avoir dans cette société. Mais on le rappelle, et tu le dis dans ton livre, très patriarcal. On va y revenir. Je trouve que n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. Le but, c'est que ce soit interactif. Je récupère vos questions et je les poserai au meilleur moment à Justine. Pour commencer, je pense que c'est important de planter le décor, puisque la période médiévale, c'est une période qui s'étend sur plus de 1000 ans. Donc c'est un petit peu, quand on dit le Moyen-Âge, au final, c'est dur de tirer des grandes généralités. On est plutôt, toi, sur la période dite du Haut Moyen-Âge, donc on est sur le début du Moyen-Âge, du 6e au 11e siècle. Est-ce que tu peux nous réexpliquer déjà, c'est quoi ce Moyen-Âge, comment il commence et sur quelle période, en fait, on se trouve ? Ouais. Alors, effectivement, le livre, et c'est pour ça que le sous-titre, c'est Une autre histoire, c'est pour la période 6e, 11e siècle, parce que c'est vrai que quand on dit le Moyen-Âge, on pense à la guerre de 100 ans, on pense plutôt la fin du Moyen-Âge. Et moi, ça m'a toujours frustrée d'aller en librairie et de voir des bouquins Les femmes au Moyen-Âge. Et en fait, c'était 12e, 15e siècle. C'est un peu ma frustration personnelle. Donc, j'ai essayé de l'expier dans un livre, ce qui est c'est cathartique, ce livre est cathartique. C'était hyper cathartique. Et donc, en fait, moi, je travaille donc sur cette première moitié du Moyen-Âge qui est assez peu connue du grand public, et c'est normal. Hein, en général, si on dit Clovis-Charlemagne, c'est déjà, ça peut permettre de situer. Et alors, qu'est-ce que c'est cette période ? C'est la période qui suit, disons, la chute de l'Empire romain. Alors, dans la chute de l'Empire romain, on a aussi plein de fantasmes là-dessus, la décadence, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une très lente transformation interne de l'Empire romain. Et sa scission entre l'Empire romain d'Orient et d'Occident à partir de la fin du IVe siècle. Et on a tout un ensemble de chefs que les Romains appellent barbares, c'est-à-dire les barbares, c'est ceux qui ne parlent ni latin ni grec, pour les Romains, qui sont peu à peu intégrés dans l'armée romaine à partir du IIIe siècle, et qui se romanisent, qui vraiment sa culture, etc. Et en même temps, l'Empire romain évolue aussi sous l'influence de ces gens dans l'armée, et qui, peu à peu, intègrent l'Empire romain, créent de nouveaux peuples, mais qui sont en fait aussi des constructions des Romains, parce que c'est les Romains qui disent « vous êtes les Visigoths, vous êtes les Francs », et après, les gens s'approprient en partie cette identité. Et au moment de la disparition progressive de l'Empire romain, ces différents chefs barbares créent de nouveaux royaumes, mais qui leur ont été donnés par l'Empire romain. Souvent, on les appelle des chefs fédérés, parce que le fédus en latin, c'est le traité. Donc, ils ont conclu un traité avec l'Empire. C'est pas du tout des invasions ou des choses comme ça. Et donc, quand l'Empire romain disparaît, on a ces structures dites barbares qui perdurent un certain temps et qui donnent lieu au royaume barbare, le royaume des Francs, des Ostrogoths, des Visigoths, etc., qu'on a au début du Moyen-Âge. Et donc, ce début du Moyen-Âge, c'est vraiment la fusion de différentes traditions, à la fois ces traditions dites barbares, donc de peuples qui sont peu à peu entrés dans l'Empire romain,
de tradition romaine, bien sûr, qui persiste, et de tradition chrétienne, puisque le christianisme est la religion majoritaire de l'Empire romain à partir du IVe siècle. Donc c'est dans ce monde-là, en tout cas, que commence le livre, qui est aussi donc la période de Clovis, de la conversion d'un certain nombre de rois au christianisme, à plusieurs types de christianisme, et qui évolue ensuite, alors de plein de manières. Je ne vais pas raconter toute l'histoire du Haut-Moyen-Âge, c'est pas passionnant non plus. C'est mais, 500 ans, mais quand même. Voilà, c'est ça. Et qui ensuite donne lieu à différentes recompositions politiques. On arrive sur l'Empire de Charlemagne en l'an 800, donc c'est une réunification de plusieurs espaces, qui ensuite lui-même se fragmente et donne lieu à de nouveaux royaumes, etc. Et à ce qu'on appelle la société féodale au milieu à peu près au milieu du Moyen-Âge, qui est une société beaucoup plus fragmentée que n'était l'Empire romain, mais en fait, toutes ces sociétés sont assez fragmentées et reposent beaucoup sur des liens individuels. Et c'est vrai que le 11e, après, il y a même la période des Vikings aussi, finalement. On segmente un petit peu géographiquement et temporellement ces périodes, mais c'est quand même une période aussi de mélange, de rencontres également. Et c'est la fin de cette période, le 11e, c'est une grande période de redécouverte des textes antiques. C'est les grandes réformes grégoriennes à cette époque-là. C'est ça. Alors, il y a plusieurs choses. Je donne pas de date précise de fin au livre parce qu'en fait, on peut pas donner une date de fin précise d'une période, mais pour aucune période, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, ce que j'essaye de montrer, mais là aussi, on pourrait choisir plein d'autres choses, c'est que à partir du milieu du XIe siècle, du XIIe, ça dépend vraiment des phénomènes, on voit des reconfigurations qui sont à la fois, effectivement, les réformes grégoriennes, donc c'est-à-dire des grandes réformes de l'Église qui affirment le pouvoir du pape sur l'Occident chrétien. On a aussi, mais c'est complètement décorrélé de ça, mais c'est concomitant, un essor urbain très important à partir de la fin du XIe siècle et du XIIe siècle qui change une partie de ce qui se passe dans la société. On a des reconfigurations économiques et effectivement au XIIe siècle, la redécouverte peu importe, mais de plusieurs de textes antiques et une des nouvelles formes de connaissances qui s'épanouissent. Et justement, il y a Ergovius qui pose une question dans le chat. Quelles sont les bandes géographiques du sujet ? C'est juste la France ? Tu es allé un petit peu plus loin. Ouais. Alors en fait, comme ma thèse portait sur une comparaison entre le monde franc, la Germanie et l'Angleterre, c'est un petit peu le sujet que je connais le mieux. Et en fait, ça n'a pas vraiment de sens pour cette période-là de parler juste de la France, parce que les frontières de la France n'existent pas, les frontières bougent beaucoup. Et donc, l'idée, c'était de faire quelque chose un peu, disons, au sens large sur l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe latine, en fait. Donc, c'est-à-dire l'Europe chrétienne où le latin est la langue principale. Bien sûr, les frontières bougent, puisque au début, l'Allemagne actuelle n'en fait pas partie, ensuite elle en fait partie, peu à peu ça intègre la Scandinavie, etc. Et donc l'idée, justement, c'était de dépasser ces frontières et de montrer aussi des différences géographiques dans ce livre. Donc c'est volontairement assez large, mais centré quand même sur ce que je connais mieux, évidemment, c'est-à-dire le nord du monde franc, la Germanie, l'Allemagne et un peu l'Angleterre. Voilà, donc on vous a borné un petit peu le sujet, c'est l'idée. Maintenant, pour ces recherches aussi, donc tu t'es intéressé à des femmes et c'est super intéressant parce que tu donnes beaucoup de cas très concrets. Tu cites des noms de femmes et tu pars de leurs cas pour essayer un petit peu de voir est-ce qu'on peut tracer, pas une généralité, mais en tout cas une tendance qui peut partir d'un cas un peu particulier. Quelles sont les sources justement utilisées ? On le disait, la majorité des sources semblent être écrites par des hommes. Donc comment est-ce que tu as utilisé ces sources et quels biais tu as essayé d'éviter justement à l'étude et quelles sont ces sources d'ailleurs ? Alors, les sources, c'est à la fois très facile et très difficile parce que quasiment, alors pas toutes, mais beaucoup de sources parlent des femmes parce que ça représente 50% de la population à peu près. Donc, évidemment, on en a beaucoup dans les sources. Donc, c'est pas si difficile de trouver les femmes quand on veut les voir. La difficulté, par contre, de ces sources, c'est que l'immense majorité de ces sources sont écrites non seulement par des hommes, ce qui évidemment plaque un prisme, mais aussi et peut-être surtout en fait par des hommes de l'Église. Et c'est plus ça qui est peut-être encore plus un prisme, disons, interprétatif important, puisque l'Église qui produit ces textes, qui ne sont pas si nombreux par rapport à d'autres périodes, il faut quand même le dire, ces textes sont produits dans un but moralisateur, normatif, etc. Et chaque texte véhicule un message de ce que doit être la bonne société chrétienne. Et donc, évidemment, dans ces textes, il faut toujours avoir à l'esprit que quand on lit une vie d'une sainte femme, par exemple, c'est ce que l'Église, que l'auteur soit masculin ou féminin d'ailleurs, ce que l'Église veut projeter sur ce qui est un bon comportement féminin. Donc ça, c'est toute la difficulté des sources, en fait, c'est d'aller au-delà de ce prisme, mais qui est celui qu'on a tout le temps, quel que soit le sujet qu'on étudie à l'époque médiévale. Donc c'est pas forcément spécifique aux femmes, mais il faut bien l'avoir en tête, évidemment, pour comprendre ces sources. Et à partir de là, on peut lire toutes les sources possibles, imaginables. Mais, Et c'est intéressant aussi parce que tu parles de moines, et je crois qu'en ce moment, tu commences à travailler aussi
parce que donc aussi cette période-là, c'est le grand développement des communautés monastiques. Donc évidemment, elles sont en grande partie menées par des hommes, mais on a aussi des moniales, des communautés de moniales, donc des femmes avec des abbesses influentes. Est-ce qu'il y a des textes justement de femmes qui parlent d'autres femmes aussi? Alors, c'est justement ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc, c'est toute une question que je intéressant. n'ai pas du tout résolue. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner de Non, mais réponses. c'est intéressant. T'es sur la brèche, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il y a des textes écrits par des femmes. Il y a toutes les typologies. Enfin, les femmes peuvent écrire au Moyen-Âge. Enfin, on parle évidemment de gens de l'aristocratie. Hein. C'est les gens les gens du peuple, entre guillemets, n'ont pas forcément accès à l'alphabétisation, ou du moins pas à une alphabétisation poussée. Donc, on est vraiment dans l'aristocratie. Et donc, les femmes écrivent sur tous les sujets. Ce sont majoritairement, donc, effectivement, des femmes dans les monastères. Et c'est une des questions que je me pose justement dans mon projet de recherche actuel, c'est est-ce que les femmes parlent plus des femmes ou pas? Parce qu'il y a toute une historiographie, mais une historiographie féministe des années 80-90 qui dit en fait des femmes parlent davantage des femmes. Et c'est peut-être vrai, et en même temps c'est un peu essentialisant. Si on a un texte anonyme, on se dit il parle de femmes, c'est forcément une bonne femme qui l'écrit. Enfin, il y a un truc un peu circulaire dans le raisonnement. Et donc justement, une partie de mes travaux contemporains, très actuels plutôt, c'est de dire est-ce que les femmes écrivent comme les hommes, et est-ce qu'elles parlent plus des femmes ou pas? Et donc j'aurai peut-être la réponse d'ici 2-3 ans, mais pour l'instant, je suis pas sûre que ce soit le cas. Et on te réinvitera pour en parler, ce sera avec grand plaisir. Et justement, ces femmes, du coup, c'est vrai que tu parles, et comme tu le disais, beaucoup de sources sont chrétiennes, sont celles de moines. Donc, qui fatalement parlent d'exemples qui sont souvent des exemples pareils de femmes plutôt issues de la noblesse. Est-ce que du coup, dans l'échantillon et les analyses que tu as pu faire, est-ce que tu as, malheureusement par les sources, plutôt eu un biais sur ces femmes justement plutôt issues de l'aristocratie? Oui, tout à fait. Alors, j'ai essayé de ne pas faire uniquement ça. Il y a un chapitre que j'ai appelé « Au travail », qui ne veut pas dire grand-chose comme thématique, mais sur les femmes qui sont plus donc, des femmes non issues de l'aristocratie, mais en fait c'est un chapitre et le reste c'est quasiment que des femmes de la très haute aristocratie, mais comme au même titre qu'on peut pas écrire, enfin il y a des historiens qui ont essayé et qui ont d'ailleurs plutôt très bien réussi, comme Jean-Pierre Devroy, c'est très difficile de faire une étude des hommes, même des classes populaires, donc c'est effectivement un des gros biais de l'ouvrage, mais qui est dû aux sources en fait, à la nature des sources. C'est assez difficile de dépasser l'aristocratie ou même la notabilité locale, disons, mais des gens plutôt installés. Et quand on voit des gens de classe sociale inférieure, là aussi c'est le prisme. Je crois que c'est un exemple que je donne dans le livre. Il y a un moment un Saint Géraud d'Aurillac qui explore son domaine et il voit une femme au champ. En fait, cette femme, c'est pas une vraie femme, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est ce que doit être ou ne pas être une femme. Donc ça, c'est aussi le prisme déformant des sources, mais ce qui veut pas dire qu'on peut pas en tirer des éléments pour l'histoire. C'est du coup dans le chat, il y avait Murphy qui posait une question un petit peu dans cette veine-là. Aussi, il y a pas mal de parties dans ce chapitre. Tu n'es pas archéologue, mais tu t'appuies quand même sur des rapports de fouilles. Justement, comment est-ce que tu exploites aussi, comment tu les mets en corrélation, cette interdisciplinarité dans ton travail pour pouvoir analyser? Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que tu arrives vraiment à en tirer quelque chose? C'est en tout cas quelque chose que je trouvais vraiment assez chouette de réussir à mettre l'archéologie aussi dans la discussion en tout cas. En même temps, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est difficile de faire de l'histoire, surtout pour ces périodes, sans avoir recours à l'archéologie. Ça donne quand même tellement d'informations que les textes ne donnent pas. Et parfois, ça permet d'ailleurs plutôt de corroborer ou d'infirmer ce que disent les textes. Donc, c'est évidemment tout à fait indispensable, mais au même titre qu'on est obligé de croiser tous les types de sources. Pour moi, l'archéologie, alors j'espère qu'il n'y a pas d'archéologues qui vont me tomber dessus, mais c'est une source comme une autre, en fait, finalement, d'utiliser l'archéologie, d'utiliser toutes ces méthodes-là. C'est une source comme une autre pour comprendre ce qui s'est passé dans les sociétés du passé. Et donc, ce qui est peut-être plus difficile dans l'usage de l'archéologie quand on est historien ou historienne, c'est que quand on lit l'archéologie, c'est pas du tout les mêmes pratiques scientifiques et c'est pas du tout la même manière d'écrire que nous. Donc ça demande aussi un effort de la part de l'historien de s'approprier des méthodes de l'archéologie et des manières d'écrire des archéologues pour pouvoir ensuite les resituer dans notre discours. Donc c'est peut-être ça que j'ai trouvé un peu plus difficile, mais disons qu'il y a beaucoup d'historiens qui le font et qui le font très bien, donc on a déjà, il y a quand même des synergies qui sont assez anciennes et qui permettent d'utiliser les travaux de l'archéologie tout à fait facilement. Alors justement, je trouve qu'en parlant d'archéologie, on va mettre les pieds dans le plat. Mesdames et messieurs, je vous propose que nous faisions ainsi. Et notamment, il y a un cas que tu étudies, c'est la place des femmes guerrières et aussi de la place de la violence pour ces femmes.
il y a un cas que tu dis et dont on a déjà parlé sur cette chaîne. C'est un vrai sujet sur la femme guerrière, la place de la femme guerrière. Elle a largement été mise en avant, notamment dans des œuvres populaires de ces dernières années. Je pense notamment à Lagertha, par exemple, dans la série Vikings. Et il y a un sujet qui a fait beaucoup parler ces dernières années, c'est celui de la tombe BJ 581. Dit comme ça ne vous dit peut-être rien. On l'appelle plutôt c'est le tombeau de la guerrière de Birka. Donc c'est un site qui se trouve en Suède. Cette tombe qui date du Xe siècle a été excavée en 1878 et faisait l'état d'un guerrier donc enterré là avec ses armes. Et de nouvelles analyses qui datent de 2017 par les tests ADN ont montré que ce guerrier était en fait une guerrière. Et donc ce que je trouve intéressant au-delà du cas de la guerrière et du fait ou non que ce soit une guerrière, on va y revenir, c'est plutôt le rapport que nous, on se projette aussi de ces sociétés violentes et de la place des femmes dans ces sociétés violentes. Est-ce que d'abord on peut revenir sur le cas peut-être de cette tombe de Birka et ce qu'il dit de l'archéologie et de l'évolution de l'archéologie ? Alors oui, tout à fait. Là, je reprends dans ce chapitre-là, dans ce début de chapitre, en tout cas, je reprends beaucoup ce qu'a écrit Lucie Malbos, donc qui est spécialiste du monde viking et qui a beaucoup écrit aussi de livres dont un livre qui parle de cette guerrière de Birka. Et Lucie est allée voir tous les plus que moi d'ailleurs, je pense les rapports archéologiques parce que elle connaît beaucoup l'archéologie. Et en fait, on a effectivement ce cas qui a fait grand bruit dans la presse parce que avant qu'on fasse les analyses ADN. La tombe de Birka, c'était vraiment considéré comme la tombe du guerrier viking par excellence. C'était le bonhomme viking avec son épée, ses armes, tout l'attirail viking. Et donc, c'était le guerrier viking par excellence qu'on mettait en avant comme le guerrier viking par excellence. Et en fait, on s'est rendu compte alors, il y avait déjà des gens qui avaient eu des doutes avant, hein, mais on s'était rendu compte avec les analyses ADN en 2017 qu'en fait, c'était une femme viking avec des armes. Et là, évidemment, la presse s'en est emparée. Et c'est pour ça que c'est un exemple assez connu qu'on trouve dans beaucoup de livres récents, parce que tout le monde en a entendu parler quand on est un petit peu intéressé à l'histoire. C'est un truc qui a fait vraiment la une des journaux. Et en fait, ce qu'essaye de montrer Lucie Malbos, mais plein d'autres gens avec elle, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est ça qu'on aime bien quand on fait de l'histoire, finalement. C'est plus compliqué toujours que ça. Plus compliqué que ça. C'est toujours plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, c'est pas parce que c'est une femme enterrée avec des armes que c'est forcément une guerrière viking type Lagertha comme dans Vikings. Et évidemment, qu'on projette ça parce que ça correspond à nous, notre manière de voir les choses, à la pop culture qu'on a et qu'on aime bien tous. C'est pas du tout un problème ça, mais ce qui est un problème, c'est parfois quand on projette ça sur les sociétés du passé. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que, alors déjà, c'est des fouilles du 19e siècle, hein, comme tu l'as dit, et les relevés au 19e siècle sont pas toujours aussi bien faits que les archéologues le font maintenant. Donc, une des hypothèses, et c'est pas forcément le cas, c'est que peut-être il y aurait eu 2 personnes dans cette tombe. C'est pas sûr, mais en tout cas, ça a été une hypothèse avancée. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est que quand on a étudié en détail le squelette de cette femme, c'est qu'en fait, elle ne porte pas de traces de coups. Et elle ne porte pas, ce que les archéologues voient très bien, des traces de maniement d'armes. C'est-à-dire, ça laisse de l'usure sur les os. En fait, même si on n'a pas de fracture ou etc., c'est un travail physique qui laisse des traces. Et donc, on n'a pas cette trace sur le corps de cette femme. Et on a beaucoup dit sur les armes, mais on n'a pas dit aussi, je crois, il y a un jeu, alors je sais plus si c'est d'échecs, mais vraiment des choses aussi de prestige. Oui. Et ce qu'on voit dans cette tombe, finalement, au-delà de est-ce que c'est un guerrier, une guerrière, enfin c'est une femme, c'est sûr, mais est-ce que c'est une guerrière ? Ce qu'on voit, c'est que c'est une personne de l'aristocratie. Ce que veulent dire ces armes, c'est que c'est une personne de la très très haute aristocratie. Et en fait, c'est la même chose pour les hommes. Un homme qui est enterré avec des armes, il n'est pas forcément allé à la guerre non plus. Oui, c'est ça. Okay. Ça veut dire qu'il a un statut social de guerrier de classe supérieure, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait la guerre. Et au même titre, donc voilà, que ces jeux d'échecs, qu'est-ce que ça veut dire la stratégie, etc. Non, c'est un jeu de la classe dirigeante. Donc là, c'est toute la difficulté de l'interprétation. Évidemment, quand on voit une femme avec des armes, on a envie de dire c'est une guerrière qui a la guerre et tout. Bon. On n'est pas obligé de trouver que faire la guerre c'est super non plus, mais admettons. Mais c'est intéressant justement ce que ça dit de nous, parce que souvent on a senti, quand j'en parle des fois en live de ce sujet, les gens me disent mais du coup ça veut dire qu'il y a eu des guerrières, etc. Ça veut dire qu'aussi on trouve par la violence dans ces sociétés une forme d'accomplissement. Tout à fait, ouais. Mais qui est là est complètement une projection de notre société plus que celle du passé. Et en fait, moi j'ai pas forcément envie de trouver des femmes qui se battent, parce que je trouve pas que c'est super la guerre, tu vois, mais ça c'est un autre débat. Mais évidemment, c'est nos projections à nous, et évidemment, quand on regarde Vikings, on trouve tous que Lagertha est super, évidemment. C'est pas, voilà. Et donc on a envie de voir ça, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Ok, mais tu vois, et il y a aussi, est-ce qu'il y a intéressant, est-ce que ce cas
que nous on connaît nous semble être presque une anomalie. Mais est-ce qu'on a d'autres exemples de femmes enterrées en armes ? Ouais, on en a quelques-uns, et justement, c'est ce que j'ai un peu cherché en lisant les archéologues et en préparant ce chapitre, c'est qu'il y en a quelques-uns, notamment en Angleterre. Alors la difficulté, c'est qu'on ne sait pas si c'est qu'il y en a plus en Angleterre ou si c'est que les archéologues anglais ont plus travaillé sur le sujet. Ça, c'est toute la difficulté aussi des recherches telles qu'elles se font. T'as pas été sur tous les sites pour vérifier ? Non, j'ai juste lu 2-3 thèses, c'est déjà pas si mal. Voilà. Et ce que montrent certains archéologues, c'est qu'il y a des femmes qui ont été enterrées avec des armes, mais c'est assez rarement des épées. C'est plus souvent des lances ou des flèches, enfin des armes qui sont peut-être différentes. Donc, si tant est qu'il y a eu des femmes qui soient allées à la guerre, ce qui n'est pas assuré, peut-être même qu'elles n'avaient pas forcément le même rôle que les hommes là-dedans. Et que les femmes enterrées avec des épées sont plus l'exception que la règle. Et là, on le voit d'ailleurs sur celle de Birka. Elle a aussi une hache. Et en Scandinavie, on voit aussi des cas de femmes enterrées avec des haches. Et la hache, bien sûr, c'est un outil de guerre, mais c'est pas qu'un outil de guerre. Ça sert à plein d'autres choses dans la vie des gens. Et ici, la hache, vous la voyez, elle est là, ouais. On voit bien ici. Ouais. Et il semblerait qu'on ait trouvé en fait plus de femmes enterrées avec des armes en dehors de la Scandinavie qu'en Scandinavie. Et ça, j'ai trouvé ça marrant en écrivant ce chapitre, c'est qu'on projette la guerrière viking, qu'en fait, il y avait peut-être moins de guerrières, entre guillemets, vikings en Scandinavie qu'en Angleterre ou au nord de la Gaule au 8e siècle, quoi. C'est vraiment assez passionnant, et souvent les gens me répondaient oui, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé d'exemple que ça n'a pas existé. Peut-être que si, justement, c'est justement pour ça qu'on peut pas dire que ça a existé, mais c'est vrai qu'il y a aussi autre chose que tu évoques dans le chapitre, c'est pourtant il y a des mythes et des sagas qui semblent parler de guerrières, mais pas forcément dans le but que ce que nous on imagine aujourd'hui. Ouais. Et tout à fait, justement, la Gerta, c'est une figure de guerrière qu'on trouve si mes souvenirs sont bons, chez Saxo Grammaticus au XIIIe siècle. Donc en fait, les sagas, on va dire, c'est des écrits, souvent écrits par des moines, qui sont postérieurs à la période viking, comme on peut imaginer, qui est plus du 9e, 10e siècle, et donc qui sont écrits 200, 300 ans après. Tout à fait. Et il y en a certaines qui s'inspirent de légendes orales, mais enfin, c'est toujours très dur quand on a un texte écrit 300 ans après de dire c'était comme ça il y a 300 ans. Ça, c'est assez classique. Et pour ces auteurs postérieurs, très chrétiens, c'est drôle parce que dans le livre, j'ai traduit un extrait de Saxo Grammaticus et on voit bien qu'à la fois, il réprouve l'idée de ces femmes guerrières et en même temps, ça le fascine complètement comme nous quand on regarde Vikings. On sent qu'en même temps, ils aimeraient bien les avoir vus. Mais pour cet auteur, donc, c'est un signe du passé païen. C'est en fait les gens, avant d'être chrétiens, ils faisaient des trucs bizarres. Les femmes, elles allaient à la guerre, mais maintenant, rassurez-vous, c'est plus comme ça chez nous. Et donc, c'est la même chose que pour le prisme de toutes les sources chrétiennes, finalement, c'est de dire il y a un effet moralisateur. Et quand Saxo Grammaticus, au XIIIe siècle, parle d'une femme chrétienne, d'une femme guerrière, pour lui, c'est une manière de dire que c'est pas bien. Même si en même temps, on sent bien dans le texte latin qu'il a un certain plaisir en fait à en parler et à évoquer ça. C'est quand même quelque chose du passé lointain qui ne doit pas être comme ça dans sa période. Donc c'est toujours très difficile d'interpréter ces textes qui sont plutôt des repoussoirs en fait que des modèles. Est-ce qu'il y a Morphétique qui pose une question, est-ce qu'il y a un biais qui existe au niveau des religions pratiquées, du type de sépulture par rapport à l'archéologie ? Alors ça, c'est une grande question. Oui et non. En fait, oui, parce qu'à partir du 8e siècle, dans le monde chrétien, on n'enterre plus les gens avec des objets. On parle de sépulture habillée, ce qui veut dire qu'en fait, à partir du 8e siècle, il n'y a plus de femmes en armes, mais parce qu'il n'y a plus d'hommes en armes, parce qu'il n'y a plus personne qui est enterré avec des armes. Et c'est à ce moment-là qu'on les voit plutôt en Scandinavie, puisque la Scandinavie, à ce moment-là, a d'autres pratiques funéraires pas encore christianisées. Alors, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont plus en sépulture habillée, c'est plein d'autres changements. Mais on le voit, c'est pour ça qu'au 9e, 10e siècle, on les voit plus en Scandinavie, tout simplement parce que sur le continent, on n'enterre plus personne, ou très très rarement avec des armes. Donc oui, il y a un biais là-dessus, mais qui n'est pas forcément dû prioritairement à ça. En tout cas, bonsoir à ceux qui arrivent. Vous arrivez en cours de live. Je rappelle, je suis avec Justine Audebrand qui a écrit ce super bouquin dont on parle depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est La vie des femmes au Moyen-Âge, une autre histoire du 6e au 11e siècle. Justine est agrégée et docteur en histoire médiévale, spécialiste de l'histoire de la famille et du genre au début du Moyen-Âge. Et donc, on parle avec elle justement de la place de la femme dans la société médiévale. Et là, on était plus sur la partie guerrière, la partie violence. Mais c'est vrai qu'au-delà de la partie guerrière, je pense que aussi ce qui est intéressant de se poser, c'est aussi la question de la femme à responsabilité dans un contexte guerrier. Et dans le livre, tu cites notamment est-ce que je vais bien le prononcer, celui de la reine Brunehaut, ouais. en 581, des femmes qui ont des responsabilités dans un contexte guerrier. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est justement, il y en a
finalement, si on voit pas tellement de femmes en armes qui combattent, on voit en revanche plein de femmes de la très haute aristocratie qui ont des rôles stratégiques militaires, mais là aussi parce que au Moyen-Âge, finalement, ce qui compte, c'est plus la classe sociale que le genre. Et donc, quand on est une femme de l'aristocratie, on est plutôt avant tout de l'aristocratie et ensuite, deuxièmement, une femme. Ce qui fait qu'on peut voir certaines de ces femmes sur des champs de bataille. Et Brunehaut, pour son époque, donc, c'est donc au VIe siècle, c'est plus une exception. Parce que là, on sent aussi que l'auteur, même s'il aime bien Brunehaut, quand il raconte ça le perturbe. Brunehaut donc va sur le champ de bataille pour séparer deux camps qui sont sur le point de faire une guerre civile, et elle y va en mettant un ceinturon militaire qui est vraiment l'emblème à l'époque mérovingienne de la fonction militaire. Et alors elle y va sans doute pas toute seule, hein, parce qu'on doute bien qu'elle n'a pas débarqué toute seule au milieu du champ de bataille, mais on voit bien que ça perturbe en fait les deux camps en face et qu'elle réussit à rétablir la paix, mais parce qu'elle a sans doute elle-même des soutiens, parce que tout le monde a plus ou moins conscience de l'intérêt de faire la paix à ce moment-là. Et c'est assez rare pour cette période-là. En revanche, on en voit beaucoup plus à la période féodale, c'est-à-dire au Xe, XIe jusqu'au XIIe siècle. Et là, il y en a plein parce que c'est aussi une reconfiguration. Carrément, c'est fou. Enfin, plein, j'exagère un peu, mais il faut dire que pour les médiévistes, en fait, à partir de 5, c'est plein. Donc, voilà. Forcément, c'est pas forcément... Et là, il y en a un certain nombre, en fait, qui se rendent sans combattre, qui ont des rôles stratégiques parce que c'est des aristocrates qui vont défendre leur château. Très bien. Et justement, il y a ce... Est-ce que justement dans ces femmes, est-ce qu'on leur reconnaît les qualités qu'on peut leur reconnaître, sont-elles plutôt des qualités féminines, ou plutôt est-ce qu'on y calque justement des qualités masculines et donc du coup elles sont de bonnes chefs de guerre parce que justement elles semblent ressembler à des hommes? Oui, il y a de ça, il y a complètement de ça, mais ça dépend quel camp écrit. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un du camp de la femme en question, on va dire c'est super, elle est comme un homme, on dit même qu'elle est une virago. C'est un mot latin, enfin c'est un mot qui existe encore, hein, mais virago, vir c'est l'homme en latin et ago c'est agir. Donc, c'est littéralement la virago, c'est celle qui agit comme un homme. Et c'est plutôt positif au Moyen-Âge en fait. Si on dit une telle menait ses troupes comme une virago, ça c'est bien. Okay. Sauf si c'est le camp d'en face qui dit elle se comportait comme un bonhomme, et là c'est pas bien. C'est aussi une question d'interprétation en fonction du camp en présence. Il y a un très bel exemple de ça, c'est Mathilde de Toscane ou Mathilde de Canossa, qui en fait à la fin du XIe siècle assiste le pape. Elle est dans le camp du pape, dans la querelle entre le pape et l'empereur, et elle prête ses armées au pape. Et c'est vraiment le bras armé du pape, comme le dit Sophie Cassagne-Brouquet. C'est vraiment l'assistante du pape sur le plan militaire. C'est fou quand même, c'est un rôle, on se dit quand même assez balèze. Ce qui est intéressant, c'est que alors pour les alliés du pape, c'est super. C'est une femme qui dépasse sa condition parce qu'elle va se frotter aux affaires militaires, et donc pour eux, c'est super. Et puis pour les empereurs de l'autre côté, c'est une femme qui dépasse sa condition parce qu'elle va sur les affaires militaires, donc c'est pas bien. Donc, évidemment, là, il y a une question de l'interprétation des sources. Et ce qui est intéressant dans le cas de Mathilde de Toscane, mais de plein d'autres et de la plupart de ces chefs de guerre, entre guillemets, c'est que la plupart sont veuves en fait. C'est aussi quand elles n'ont pas de mari, parce que s'il y a un mari, c'est lui qui va assurer cette fonction. Et s'il n'y a pas de mari, elles, dans ce cas-là, peuvent le faire en partie. Je prends un peu les questions des beautés. Et est-ce qu'elles sont considérées pour leur rôle propre ou parce qu'elles ont un rôle dans une régence ou équivalent? Parce que tu disais, le fait justement qu'elles soient veuves aussi faisait que ça pouvait, effectivement, elles avaient moins la contrainte de leur mari. En tout cas, elles prenaient les responsabilités peut-être de leur mari. Ouais. Alors, il y en a plein, effectivement, qui sont régentes pour leur fils. Qui ont ce rôle parce qu'il faut transmettre le pouvoir au fils. Mais dans le cas de Mathilde de Toscane, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de fils. Mais elle a récupéré les terres. Alors, je ne sais plus s'il y a des veuves ou pas à ce moment-là, parce qu'elle a eu 2 maris, mais qui sont... En fait, même quand elle a des maris, ils sont loin, ils sont à plusieurs centaines de kilomètres, donc elle ne les voit pas de toute façon. Et elle a un rôle finalement dans l'héritage de ses parents. Et sa mère elle-même était une femme qui avait été veuve de son mari, qui avait géré les terres. Et finalement, c'est des femmes de l'aristocratie qui reprennent ce rôle, parce qu'il faut bien que quelqu'un défende les terres locales. Et s'il y a un homme, c'est lui qui va le faire, mais s'il n'y en a pas, c'est pas forcément un problème, en tout cas, dans la manière dont la société les perçoit. Donc c'est assez souvent pour une régence, mais avec quelques exceptions. Oui, ok. Et comme tu disais, est-ce que le XIe siècle, tu disais au Xe, XIe, on va avoir plus d'exemples? Là, je vais peut-être un petit peu sortir du scope du livre, mais est-ce qu'on voit ça par la suite encore augmenter, ou est-ce que finalement ce que va amener la réforme grégorienne, c'est peut-être une sorte de cadenassage, en fait, on va dire, de la place de la femme, et du coup on va moins en voir par la suite, ou au contraire ça va continuer? Alors la réforme grégorienne, c'est plus, disons, au plan intellectuel que ça, parce que la réforme grégorienne veut séparer clairement les membres du clergé et les laïcs. Oui. Et donc ça veut dire que les laïcs, ils ont des femmes, et donc que les femmes, c'est pas bien. Je caricature, mais c'est un peu ça. Mais c'est plus, disons, au niveau de l'imaginaire que ça change des choses. Après, dans les pratiques de l'aristocratie, ça change
Pas forcément, mais disons qu'à partir du XIIe et surtout du XIIIe siècle, il y a de nouveau une reconstruction de la royauté avec moins de guerres féodales entre petits seigneurs, donc moins de femmes, mais aussi parce qu'il y a moins de guerres entre les hommes eux-mêmes. Et il y en a encore à la fin du Moyen-Âge, mais je connais beaucoup moins cette période, mais c'est moins marqué, c'est peut-être plus contraint que ça ne l'est au Xe, XIe siècle, parce qu'en fait, dans toutes les sociétés, c'est des périodes de faiblesse du pouvoir central qui parfois sont plus favorables aux femmes parce qu'il y a une place à prendre, quoi. C'est évidemment cette place de la femme de pouvoir, elle nous donne une image évidemment je trouve qu'il nous déconstruit quand même un petit peu l'image de cette femme soumise, mais malgré tout, et tu le rappelles dans ce bouquin et dans la construction du chapitre du livre, je sais pas si tu avais fait exprès, mais juste après ce chapitre sur les femmes plutôt guerrières ou chefs de guerre, vient ensuite ce chapitre plutôt sur la femme qui est aussi victime de violence, qui est aussi vulnérable par moments. C'est quand même important de rappeler qu'on est dans une société qui est éminemment patriarcale et violente. Tout à fait. Et ça, je sais plus si je l'ai fait exprès ou pas, mais c'est vrai qu'en relisant les épreuves du livre, en préparant la préparation, je me dis que ça marchait bien parce que on monte des reines de pouvoir, des guerrières, etc. Et après, ça casse en fait complètement ce qu'on voit là, parce que c'est aussi bien sûr des sociétés super patriarcales, plus que les nôtres encore, où les femmes sont dominées sur tous les plans. Et donc, j'ai voulu aussi mettre ce chapitre, et là aussi, ça retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est aussi, enfin, je l'aurais pas mis si j'avais écrit le bouquin il y a 10 ans. Donc, je pense qu'il y a, là aussi, il y a quelque chose d'ordre de MeToo qui a infusé dans nos sociétés. J'ai aussi voulu montrer, mais même à rebours de moi-même, que le Moyen-Âge, c'était pas que super pour les femmes. Alors, moi aussi, je dis que le Moyen-Âge, c'était super pour les femmes parce que j'adore le Moyen-Âge, mais ça, c'est mon problème. Mais j'ai voulu aussi montrer que c'était pas que ça, et que dans une société patriarcale, quelle qu'elle soit, les violences vis-à-vis des minorités sont extrêmement forte. Et donc là, je me suis aussi beaucoup appuyée sur l'archéologie qui est en plein renouvellement sur ces questions-là, en plus des textes, parce que les textes en parlent finalement vraiment très peu. Et d'autant plus, on parlait des sources tout à l'heure, qu'il n'y a pas de source judiciaire pour cette période. C'est quelque chose qui apparaît plus tard. On n'a pas de compte-rendu de procès, ou alors dans une source narrative qui va parler d'un procès. Et donc là, il faut vraiment traquer dans les silences de l'histoire, dans les choses qu'on ne voit pas pour trouver. Et l'archéologie peut nous aider à trouver aussi des choses qu'on ne voyait pas. C'est très intéressant, tu parles des silences de l'histoire. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, c'est pas une expression de moi, c'est de la grande historienne des femmes, Michel Perrault, qui est une des grandes historiennes à avoir mis ça en avant. C'est que, j'ai dit qu'il y avait des femmes partout quand on voulait les voir dans les sources, et c'est vrai, mais enfin, il y en a quand même moins que des hommes. On estime que dans certaines grandes œuvres narratives, il y a 5 à 10% de femmes maximum. Donc, évidemment, on voit et il y a des sources qui ne parlent quasiment pas de femmes. Donc, il faut aller les traquer, en fait, finalement, dans ce qu'on voit pas, dans ce qui n'est pas évident. Et tout simplement, mais comme pour tous les sujets historiographiques, il faut se poser la question. Si on se pose pas la question, on les voit pas. Et juste pour l'anecdote, je lisais il y a quelques jours pour préparer une émission, un livre des années 70 sur les femmes, enfin, pas sur les femmes, justement, sur la campagne, au Moyen-Âge. Et il y avait une sous-partie sur la famille qui ne parlait pas des femmes. Et finalement, tout le chapitre, il y avait à aucun moment l'idée qu'à la campagne, il pouvait y avoir des femmes. Donc les silences de l'histoire, c'est aussi les silences de l'historien ou de l'archéologue qui ne veut pas voir ou qui ne pense pas tout simplement que ça puisse exister. Et donc il faut aller chercher un petit peu évidemment dans les sources pour débusquer ces silences et essayer d'extirper ce qu'on peut en tirer. Les silences de l'archéologue et de l'historien, tu parles du coup de ce que l'archéologie a amené dans ses recherches. Qu'est-ce qu'elle a amené ? Qu'est-ce qu'on a redécouvert ces dernières années ? Alors, ces dernières années, on a redécouvert des choses sur plein de sujets. Les choses les plus récentes, disons, c'est justement sur la question des violences faites aux femmes, où les archéologues ont essayé finalement de voir, est-ce qu'on pouvait voir archéologiquement des traces de violences faites aux femmes ? Et donc, ils sont allés voir la question des fractures, notamment des blessures. Et alors, en préparant le chapitre, je suis tombée sur un ouvrage sur les violences faites aux femmes au Moyen-Âge. Donc, c'est un ouvrage assez large, qui est très récent et qui vient d'être traduit en français, où des archéologues étudient un cimetière du 6e siècle, il me semble, et où ils essayent de voir des fractures de parade, c'est-à-dire des fractures où quand on fait comme ça et qu'on se fait casser le bras parce qu'on prend un coup ici, ou alors qu'on tombe dans les escaliers. Là, ils estiment, alors évidemment, c'est pas, on peut jamais dire avec certitude, mais des archéologues estiment que s'il y a une fracture ici et qu'il y en a plus chez les femmes ou chez les enfants d'ailleurs, dans les sépultures, on peut estimer que c'est peut-être la trace de violence conjugale ou de violence spécifique qu'ont subi ces femmes. Il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat, je la reprends, tac, c'est Pourquoi pas Jus qui dit, est-ce qu'il y a des sources directement féminines, des femmes qui racontaient leur histoire, ou sinon, au même titre que les hommes qui relataient les événements autour d'elles ? Et ben justement, on parlait des moniales, c'est le sujet que tu es en train de travailler en ce moment même.
Tout à fait. Donc rendez-vous dans 2-3 ans pour avoir les conclusions sur ces recherches. Tu évoques quand même un cas, même si tu dis que effectivement il y a le silence de l'histoire autour de ces faits-là, il y a quand même un sujet des écrits de Hincmar, archevêque de Reims, qui parle notamment de l'histoire d'une plainte sur le mariage de Northilde au concile d'Attigny en 822. C'est un texte le texte latin est dans le livre et j'ai essayé de le traduire, ce qui a été assez douloureux d'ailleurs parce que c'est pas un texte très très marrant. C'est donc une femme qui n'était pas de basse naissance, dit Hincmar de Reims. Donc Hincmar, c'est l'archevêque de Reims à la fin du 9e siècle et il veut raconter cette histoire parce que ça s'inscrit dans le propos qu'il défend. Et donc il nous dit que cette femme qui n'était pas de basse naissance, je trouve la formule très belle, ça veut dire que c'était une aristocrate mais qui peut pas le dire comme ça, se rend au concile d'Attigny, qui est donc un grand rassemblement de tous les aristocrates du royaume sous l'égide de l'empereur Louis le Pieux, aristocrate tant laïque qu'ecclésiastique. Et elle se plaint de choses honteuses, dit le texte, que lui a fait subir son mari. Et le texte ne dit rien de plus, hein. On ne sait pas ce que c'est ces choses honteuses. On peut inférer par la suite, puisque l'empereur l'écoute, lui dit d'aller voir les évêques, et ensuite les évêques la renvoient vers les laïcs, sous prétexte que les laïcs savent mieux ce genre de choses. Donc on peut estimer que ça touche à son statut de femme mariée, et probablement des violences, même si on ne sait pas exactement, des violences de type sexuel ou des violences conjugales extrêmes. Je dis extrêmes puisque les violences conjugales sont considérées comme, entre guillemets, normales dans certaines de ces sociétés. Et donc là, si c'est trop, par contre, on commence à se dire que ça ne va pas. Et cet exemple est assez dur et assez touchant puisque ce qu'a montré l'historienne britannique Janet Nelson, c'est que Northilde est un peu un pion en fait, dans la politique de Louis de Pieux, parce que Louis de Pieux est en grande difficulté à ce moment-là. Et l'envoyer devant les évêques, puis devant les laïcs, c'est une manière pour lui de réconcilier tout le monde autour de cette question. Et donc, il faut imaginer cette pauvre femme qui a dû sans doute, devant une assemblée exclusivement masculine, à plusieurs reprises, expliquer sa situation, expliquer peut-être ce qu'étaient ces choses honteuses que lui faisait subir son mari. Et Hincmar de Reims, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout l'histoire de Northilde, c'est ce qu'il peut en tirer d'un point de vue moral. Et donc, on sait pas en fait ce qui se passe à la fin. On sait qu'elle s'est plainte de ça, on suppose qu'elle voulait demander un divorce, une séparation, une punition pour son mari, et on n'a aucune idée de si elle réussit ou pas. Et c'est un exemple, je trouve, qui est tout à fait parlant à la fois des possibilités de ces femmes aristocrates. C'est-à-dire, il faut quand même imaginer qu'elle est allée devant l'empereur. C'est pas n'importe qui, ça suppose des moyens pour y aller, etc. Et en même temps, elle se fait balader par l'empereur à droite, à gauche, parce que l'empereur a besoin d'elle comme pion dans sa politique. Et on ne sait pas ce qui lui arrive. Donc c'est tout à fait représentatif, je pense, de cette ambivalence du statut, même des femmes aristocrates à cette période. Et même cette capacité, est-ce que les femmes peuvent le divorce? Quel est le statut de divorce à cette période-là? Est-ce que c'est une possibilité judiciaire? Oui, non, pour les hommes, pour les femmes? C'est une possibilité qui se restreint, en fait, parce que le mariage n'est pas encore un sacrement et la mainmise de l'Église sur le mariage n'est pas encore totale. Et dans les tout premiers siècles du Moyen-Âge, les séparations sont tout à fait possibles sans être trop compliquées. Alors évidemment, les évêques n'aiment pas trop ça et ils ne racontent pas trop, mais c'est tout à fait possible. Et à partir du 9e siècle, on a un vrai resserrement où l'Église essaye de mettre en place un mariage strictement monogame et indissoluble. Alors, ça marche pas à chaque fois, hein. Il y a encore des séparations qui sont possibles, mais on voit bien que ça devient de plus en plus difficile d'avoir un divorce à partir du 9e siècle. Est-ce que ces violences domestiques-là, est-ce que il y a des codes juridiques qui en parlent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est légalisé légal d'une certaine manière? Est-ce qu'on a le droit de réprimander sa femme? Alors, à cette époque-là? Les contextes, s'il vous plaît. Oui, c'est important. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, dans le chat, calmez-vous. Oui, on estime, alors c'est formalisé plus tard, mais à l'époque moderne, il y a ce qu'on appelle un droit de correction. Alors, c'est pas du tout pensé comme ça au Moyen-Âge, mais c'est considéré comme relativement normal qu'un mari puisse corriger, entre guillemets, sa femme. Ça, c'est assez clair. Mais en particulier, les femmes pas de l'aristocratie qui ont pas trop de soutien, etc. Et pour les textes de loi, c'est assez compliqué parce que le statut de la loi dans ces sociétés, c'est comment dire? La loi, c'est une option parmi d'autres. C'est-à-dire que la loi peut dire c'est interdit de faire ça, mais on peut le faire quand même et trouver des arrangements différents. C'est pas du tout comme nous aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi, etc. C'est plutôt, disons, une option parmi d'autres. Mais ces lois parlent effectivement des violences conjugales et elles peuvent, ou plutôt des violences faites aux femmes plus généralement, elles peuvent nous permettre de voir ce qui est projeté dans ces sociétés. Est-ce que c'est considéré comme normal ou pas, même s'il y a des différences. Et ce qu'on voit dans ces textes de loi, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tellement que ce soit des femmes, c'est leur statut social. C'est-à-dire que, pour donner un exemple assez affreux, si un esclave viole une femme libre,
c'est pas bien du tout, parce qu'il a surmonté son rang, parce que c'est un esclave qui doit rester à sa place, enfin esclave ou serf, qui doit rester à sa place et qui n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles consenties ou non avec une femme libre, en particulier aristocrate. Et à l'inverse, si c'est un maître qui viole sa propre esclave, les textes de loi n'en parlent pas. Ce qui on considère donc que c'est relativement normal. Et si un homme viole l'esclave d'un autre homme, il doit payer l'amende de pénitence à l'homme. Parce qu'en fait, il s'en est pris assez bien. C'est ça que ça veut dire concrètement. D'accord. Donc dans ces textes de loi, ce qu'on voit, c'est pas tellement une question de genre, c'est plus une question de statut social, où les femmes de l'aristocratie sont davantage protégées que les femmes, des classes sociales inférieures. Et on salue Fanny du podcast Passion médiéviste qui est dans le chat, que tu avais l'occasion d'aller. Donc on la salue évidemment. N'hésitez pas à aller regarder Passion médiéviste, allez écouter Passion médiéviste. C'est un podcast absolument génial. Axel dans le chat qui me dit: Madame Odebrand, j'ai eu la chance de vous avoir en tant que chargé de TD. Histoire à Paris 1, mon meilleur souvenir de médiéval. Oh c'est trop gentil, merci beaucoup. Les gens sont absolument adorables. Je remonte un petit peu, il y avait des questions qui étaient assez intéressantes. J'ai une petite question. Quand on pense femmes au Moyen-Âge, on a tendance à penser à Jeanne d'Arc. Elle semble occuper une place très centrale. Quand on parle des femmes au Moyen-Âge, comment expliquer cette omniprésence dans le récit historique? Est-ce que cela ne risque pas de masquer d'autres figures féminines importantes? Question un petit peu plus générale et perception de la période médiévale. Tout à fait. Alors, déjà, on connaît plus Jeanne d'Arc parce que de manière générale, on connaît plus la fin du Moyen-Âge, dans le grand public, je veux dire, dans l'imaginaire populaire, que la période que j'étudie, sur laquelle on ne connaît pas grand-chose. Voilà. Donc évidemment, quand on pense femme au Moyen-Âge, on pense Jeanne d'Arc, évidemment. Et donc oui, bien sûr, ça oblitère toute une partie des autres femmes, parce que Jeanne d'Arc n'est pas vraiment représentative. Elle est représentative de pas grand-chose. Alors oui, il y avait quelques femmes à son époque qui étaient sur les champs de bataille, qui suivaient, etc. Mais des femmes issues disons, de la campagne, même si c'était pas une paysanne, c'était plutôt quelqu'un d'assez installé pour la campagne, qui ont accès au roi, qui sont écoutées par le roi, c'est complètement... Enfin, c'est pas représentatif du tout. Donc évidemment, la perception qu'on a de Jeanne d'Arc masque la diversité des statuts des femmes au Moyen-Âge et la diversité du Moyen-Âge en tant que tel. Oui, tout à fait. Il y a d'autres questions un petit peu au débeauté. Les femmes célèbres du Moyen-Âge que je connais sont souvent des religieuses. Thérèse d'Avila, Hildegarde de Bingen, Adewish d'Anvers, Catherine de Sienne, etc., qui sont souvent des intellectuels pour leur époque. Est-ce que la religion à cette époque, le christianisme en l'occurrence, était étonnamment un milieu plutôt favorable à l'émancipation intellectuelle, entre autres des femmes? Oui, étonnamment. C'est vrai que c'est très contre-intuitif pour nous, on est bien d'accord. Alors, le terme d'émancipation est pas forcément, enfin, est un peu anachronique, mais on peut complètement le penser comme ça, parce que le christianisme des premiers siècles du Moyen-Âge, et même encore après, même si ça change, c'est plutôt quelque chose qui donne aux femmes une place en dehors de la famille, et notamment dans la religion. Alors évidemment, il y a tous les débats aujourd'hui sur est-ce que les femmes ont le droit d'aller à l'hôtel, etc. Au Moyen-Âge, ils existent déjà, hein, et on dit déjà que franchement, ça serait mieux si elles n'y allaient pas. Mais les monastères, et là on est toujours dans l'aristocratie, sont plutôt des lieux de culture et d'éducation pour les femmes. Alors évidemment, nous on a la vision très Diderot, la religieuse, enfin la vision des Lumières qui dit les monastères c'était horrible, etc. Et c'était le cas pour certaines, hein, évidemment. Mais c'était aussi pour certaines femmes une manière d'apprendre elles-mêmes, enfin d'apprendre des enseignements assez poussés en lecture, en écriture, en théologie et en commentaire. Et c'est pour ça que la plupart des femmes qui écrivent, on les voit en fait dans les monastères, parce qu'elles ont une place pour exprimer une forme de culture. Alors, est-ce qu'elle est spécifiquement féminine ou pas? Ça, c'est pas certain, c'est discutable. Mais en tout cas, oui, c'est un lieu où les femmes peuvent exercer une forme d'autorité intellectuelle et où elles ont aussi un rôle qui est pensé comme tel, et notamment au tout début du Moyen-Âge, on a une grande vague de fondations de monastères féminins. C'est bien que ça intéresse les gens et qu'il y a un intérêt pour eux, et c'est pas juste pour reléguer les filles dont ils veulent pas. Sinon, ils ne donneraient pas autant d'argent. C'est un peu l'image qu'on se fait souvent, c'est-à-dire c'est les femmes pas bonnes à marier, ben on les met dans les monastères. Et c'était probablement le cas aussi, hein. Il y en avait très probablement, mais pour certaines, c'était aussi une manière d'échapper à un mariage contraint, et l'Église valorise beaucoup ce modèle, notamment à l'époque mérovingienne, donc au 6e, 7e, 8e siècle, de dire si vous voulez pas vous marier, si votre père vous impose un mari que vous ne voulez pas, allez vous planquer dans le monastère le plus proche pour l'éviter. Foncez. Et alors évidemment, c'est là aussi c'est le discours de l'Église qui a tout intérêt à dire ça, et en plus parce qu'il dit après si en plus votre famille après accepte et peut nous donner 2-3 terres, c'est plutôt pas mal. Mais il y a un vrai discours, et on peut estimer que s'il y a ce discours, c'est que ça parle un petit peu aux gens, encore une fois, de l'aristocratie. Donc il y a bien des gens qui doivent être un peu réceptifs à ce discours, et que s'il y a des gens qui mettent la majorité de leurs filles au monastère, c'est pas juste parce qu'ils en veulent pas, c'est qu'il y a d'autres logiques, et notamment le fait qu'elles peuvent prier pour le salut des morts, qui est là aussi, c'est un peu contre-intuitif pour nous, on voit pas l'intérêt foncier, mais pour ces sociétés très chrétiennes, c'est hyper important en fait, d'avoir quelqu'un qui va prier pour le salut de la famille et entretenir la mémoire des défunts. Et ça, dans les tout premiers siècles du Moyen-Âge, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les monastères féminins.
Les monastères féminins, c'est une forme de communauté féminine, c'est une forme de solidarité, non, je dirais pas ça, mais en tout cas une forme de groupe féminin. Est-ce que dans le reste de la société, on retrouve des groupes féminins, justement, qui se définissent comme tels en dehors de la question chrétienne, par exemple? Alors, on ne les voit pas se définir comme tels. Il n'y a pas de féminisme médiéval, il n'y a pas de conscience d'une catégorie femme au Moyen-Âge qui ferait des solidarités particulières. On aimerait bien, enfin, moi aussi, j'aimerais bien les voir, mais ça n'existe pas. Par contre, on voit des choses de l'ordre de solidarité individuelle, personnelle, du type une femme qui va aider sa sœur veuve au moment de son veuvage, ou des petites choses comme ça. Et là aussi, qu'on voit vraiment au détour des sources. On le voit très très peu en fait, c'est assez difficile à voir, mais des solidarités féminines au sein de la famille, une mère qui va aider sa fille, des choses comme ça, on les voit, mais plutôt de manière individuelle et pas de manière collective, communautaire et pensée comme telle. Alors après, il y a d'autres choses plutôt à la fin du Moyen-Âge, comme les béguines, qui sont qui sont pas des monastères puisque ce sont des laïcs, mais qui sont des femmes en communauté, mais ça c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, très bien. Il y a LCD qui a fait qui a posé une question dans le chat. Hâte d'entendre Justine donner le stock d'onomastique du haut Moyen-Âge. Oui, la ref est sombre, mais ceux qui savent, sachent. Oui, c'était dans le podcast de Fanny Cohen-Moreau, justement. On avait parlé du stock onomastique, c'est-à-dire, et je ne sais pas pourquoi ça a beaucoup marqué les gens, il y a plein de gens qui m'en parlent assez régulièrement, c'est-à-dire du stock de noms, et notamment de noms propres qu'on a dans une famille, puisque les noms se transmettent dans la famille, et donc on peut dire le stock onomastique des Mérovingiens, c'est qu'on va appeler par exemple son fils Clotilde ou sa fille, son fils Clovis et sa fille Clotilde comme les fondateurs de la dynastie. D'accord, très bien. Donc il y a un stock de noms assez onomastique. Ouais, passion de stock onomastique. En tout cas, on vous embrasse, ceux qui adorent, évidemment. Merci beaucoup pour toutes vos questions dans le chat, en tout cas. Je trouve que c'est un exercice qui est hyper intéressant et vous avez souvent des questions assez pertinentes. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont joué un rôle majeur dans les décisions militaires au Moyen-Âge? On a un petit peu parlé sur certains cas un peu précis. Divinorium, n'hésite pas à remonter un petit peu dans le live. Maintenant, c'est possible pour ceux qui sont notamment abonnés. Sinon, il y aura la rediff, évidemment, sur YouTube dès demain. Il y avait aussi cette question on a un petit peu parlé de ces femmes religieuses, on a parlé de ces femmes qui ont, en tout cas, si elles n'ont pas été guerrières, en tout cas, ont pu avoir des rôles, on va dire, un peu particuliers. Maintenant, est-ce qu'on a des textes qui, religieux évidemment, comme tu le dis, font pas forcément foi dans la réalité, mais qui définissent un petit peu le rôle idéal de la femme au Moyen-Âge, et qu'est-ce que nous disent ces textes? Alors, oui, on en a, mais ça dépend du statut de ces femmes. Disons, pour caricaturer, il y a beaucoup de choses qui viennent des pères de l'Église, donc ces grands penseurs de la fin de l'Antiquité, comme Augustin, Jérôme, qui ont beaucoup pensé. Et Jérôme a beaucoup correspondu avec des femmes, et il a beaucoup réfléchi sur la question. Et il dit qu'il y a 3 types de chrétiens, et ça s'applique particulièrement aux femmes. C'est les personnes vierges, c'est-à-dire et ça c'est idéal pour eux, c'est entrer au monastère et n'avoir jamais connu un homme et être moniales, donc dédiées au Christ. Les personnes veuves, donc les femmes qui ont été mariées, mais qui ensuite consacrent leur vie à Dieu, idéalement dans la vision de l'Église, et les personnes mariées. Et en fait, il y a différents idéaux féminins qui se côtoient. C'est pour ça qu'on dit souvent plutôt les femmes au Moyen-Âge que la femme, parce qu'il y a plusieurs statuts. Et pour chaque type de femme et de féminité, il y a un idéal. Donc évidemment, pour l'Église, l'idéal, c'est de rentrer au monastère, de dédier sa vie à Dieu et de prier. Mais il y a d'autres choses. Et il n'y a pas de dévalorisation, et notamment, il y a même plutôt un renforcement de l'idéal de la femme mariée. Alors évidemment, femme mariée pour être mère, pour transmettre la religion chrétienne à ses enfants, hein, dans l'idéal. Mais disons qu'à chaque type de femme correspond un idéal de féminité de l'Église qui va être développé. Et un des éléments importants, c'est celui des veuves, puisque l'Église développe beaucoup là-dessus, parce que déjà pour des raisons démographiques, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont veuves, probablement entre autres parce que les femmes sont mariées un peu plus jeunes que les hommes. Donc statistiquement, si elles survivent à leur grossesse, elles sont veuves et les maris sont morts. Et donc il y a toute une réflexion de l'Église sur la place des veuves, sur les bonnes œuvres qu'elles doivent faire, évidemment donner un peu leur bien à l'Église si possible. Donc oui, on a tout un tas d'idéaux de féminité qui collent à chaque type de femme, avec le développement à partir du 9e siècle, mais surtout à partir du 12e ensuite, de l'idéal par excellence qui est la Vierge Marie, mais qui est par définition un idéal inaccessible. On ne peut pas être vierge et mère normalement. Voilà. Donc oui, il y a une vraie réflexion de l'Église sur le statut des femmes. Et il y a aussi toute une question sur l'éducation des femmes aussi. C'est vrai qu'il y a évidemment, parce qu'on avait fait une vidéo notamment sur les chevaliers au 12e, 13e siècle, toute une question pour les hommes en tout cas d'une certaine forme de découverte, lecture des textes classiques. Même certains découvrent les échecs pour apprendre la question de la stratégie militaire. Évidemment une éducation religieuse très, très importante, l'éducation des armes. Est-ce qu'on a pour les femmes une idée de
quelle était leur éducation et à quel point elle pouvait être similaire ou différente de celle des hommes. Alors là, c'est encore une fois, on est sur les femmes de l'aristocratie. Hein, oui, bien sûr. Non, mais je le précise parce que c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant. Elles ont une éducation. La plupart, en tout cas, comme leur mari, reçoivent une éducation qui est sans doute, dans la toute petite enfance, en tout cas, assez similaire à celle des hommes. Et après, on estime que vers la fin de l'enfance, autour de 7 ans, 7 ans, c'est un âge qui revient régulièrement dans les textes chrétiens pour dire que c'est l'âge de raison, etc. Qu'on utilise encore aujourd'hui, souvent. Oui, tout à fait. Il y a des éducations, enfin des apprentissages qui sont plus genrés, avec le garçon qui va apprendre les armes et la fille autre chose. Mais on a l'exemple, par exemple, des enfants de Charlemagne. Charlemagne a fait éduquer tous ses enfants, il y en a eu au moins 18, donc beaucoup, à la cour, les filles comme les garçons. Et on sait que les filles sont restées à la cour, qu'elles ont reçu une éducation assez poussée, y compris lettrée. Elles savaient lire, écrire, elles faisaient de la poésie en latin, donc un truc un peu poussé quand même. Et il me semble qu'elles savaient aussi monter à cheval. Donc elles avaient aussi des apprentissages que nous, on associerait peut-être davantage au masculin. Donc il y a une possibilité d'éducation qui est parfois, mais est-ce que c'est représentatif, les Carolingiens, c'est pas sûr, similaire à celle des hommes. Et ensuite, on a des apprentissages en partie genrés, notamment parce que, comme les femmes sont en charge des enfants au moins jusqu'à 7 ans, elles sont aussi en charge de leur transmettre les principaux préceptes de l'Église. Donc il faut qu'elles-mêmes elles soient un peu versées dans ce genre de questions pour pouvoir les transmettre ensuite à leurs enfants. Donc on sait que souvent on leur fait lire par exemple le psautier, c'est-à-dire le recueil des psaumes qui est un des livres de la Bible. Ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup auprès des femmes, c'est quelque chose qu'elles-mêmes citent dans les rares qu'on voit écrire, qu'elles connaissent bien, etc. Donc il y a sans doute des apprentissages comme ça qui sont genrés. Après c'est assez difficile d'avoir une image précise des contenus de ces apprentissages qui nous échappent assez largement pour cette période. Au XIe siècle, on parle aussi du développement des universités. Est-ce que les femmes ont des universités ou pas ? Non, et ça c'est un grand changement, enfin à mes yeux, mais encore une fois je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais disons que c'est quelque chose d'important pour à partir du XIIe siècle notamment, c'est ce développement des universités qui deviennent des centres de savoir principaux de l'Europe médiévale et qui relèguent un petit peu les monastères qui étaient ces centres principaux avant. Et en fait les femmes n'ont pas accès à l'université. Alors il y en a certaines qui se déguisent ou se travestissent ou sont trans et vont à l'université sous un disons habillé en homme, mais c'est vraiment minoritaire. Et ça c'est aussi un des grands changements puisque précisément les femmes sont exclues de ces centres de savoir. Alors ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas graviter autour, hein. L'exemple le plus célèbre c'est celui d'Héloïse et Abélard. Alors ça c'est un peu après ma période, mais donc Abélard qui est un scientifique qui est à l'université il me semble, et qui est le précepteur privé de Héloïse. Bon, alors il la viole au passage et il lui fait un enfant, mais ils entretiennent une relation très complexe, très longue, etc. Mais donc il y a des femmes dans les alentours des universités, mais pas dans l'université ou alors vraiment très très minime. Il y a des questions, il y a Jabdir qui pose une question. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on voit émerger de nouvelles professions exclusivement ou majoritairement féminines, comme certains existaient dans l'Antiquité par exemple ? Non. A priori, il n'y a pas d'activité professionnelle exclusivement féminine, mais aussi parce que dans le Moyen-Âge que j'étudie, il n'y a pas vraiment de profession, donc c'est plus facile de répondre à la question. Disons que la structuration en métier, en profession, c'est plutôt la deuxième moitié du Moyen-Âge. Il y en a dont les femmes sont exclues, il y en a où les femmes sont majoritaires, par exemple dans le travail du textile, plutôt le travail inférieur du textile dans la deuxième moitié du Moyen-Âge. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas prioritairement de métiers exclusivement féminins. Voilà, pour ceux qui se posent la question, il y avait aussi, il y avait aussi une question assez intéressante. C'est évidemment l'importance de cette société quand même qui est majoritairement chrétienne. C'est quand même que dans la doctrine chrétienne, comme elle est en tout cas pensée au début du Moyen-Âge, il y a une forme quand même d'ambivalence dans ce que représente la femme. Elle est à la fois, elle représente une forme un peu de péché d'une certaine manière, mais elle est aussi à l'origine avec la place de la Vierge Marie. Comment est-ce que justement il y a cette dialectique de la place de la femme au sein de la société médiévale, comment elle se traduit et peut-être qu'elle évolue justement ? Alors c'est super intéressant parce qu'effectivement il y a cette ambivalence. La femme c'est à la fois le péché originel, Ève, la méchante absolue, et la Vierge Marie qui est la rédemptrice. Et ça infuse en fait tous les textes. Et là c'est un peu comme l'exemple que je donnais tout à l'heure. Si on veut dire du bien d'une femme, on va la comparer à un modèle biblique positif, et il y en a plein. Et si on veut dire du mal d'une femme, on va la comparer à un modèle biblique négatif, et il y en a plein aussi. Mais disons que cette systématisation de l'idée que la femme est du côté du mauvais,
c'est peut-être plus tardif. C'est pas quelque chose. Alors, il y en a évidemment, il y a des textes qui disent, il y a des textes célèbres du Xe siècle qui disent la femme n'est qu'une enveloppe charnelle. Si on enlève la peau, c'est que du caca dedans. Globalement, c'est ça que dit le texte. Okay. Voilà, c'est super. Voilà. Et donc, c'est pour dire les hommes, vous ne devez pas désirer les femmes parce qu'en fait, si vous voyez ce qu'il y avait dessous, ça serait dégueulasse. Bon, ça, il y en a des textes comme ça, évidemment. Mais souvent, il y a une forme d'ambivalence plus marqué que ça. Là, c'est vraiment des moines qui n'ont jamais vu une femme de leur vie aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Des gens qui sont rentrés au monastère entre 3 et 7 ans et qui n'en sont jamais sortis. Et bon, pour eux, les femmes, c'est aussi un truc un peu exotique quand même. Un peu nébuleux quand même. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a ça qui infuse. Mais disons qu'il y a une vision ambivalente et pas majoritairement négative. Je sais pas si c'est très clair comme... Ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, moi, des fois, comme on m'a enseigné un petit peu au collège, la femme, c'était vraiment, dans la société médiévale, à reléguer vraiment aux démons, et puis c'était un petit peu tout. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, le côté où, effectivement, il y a cette ambivalence, mais que malgré tout, elle reste quand même globalement positive. Ouais, et après, il y a ce changement aussi dont on parlait tout à l'heure, la redécouverte des textes de l'Antiquité, ou en tout cas, voilà, Aristote. Aristote, c'était pas un grand féministe, pour le dire, voilà. Donc, qui est ce philosophe grec antique qui a une pensée extrêmement misogyne, c'est nous qui le disons, les gens du Moyen-Âge diraient pas comme ça, mais vraiment, les femmes, pour lui, c'est vraiment inférieur. Elles n'ont aucun rôle dans la procréation, elles n'ont aucun rôle dans la politique, etc., puisque les sociétés grecques sont elles-mêmes extrêmement misogynes. Et là aussi, chez les penseurs, on voit infuser, en fait, tout ça à partir du XIIe, XIIIe siècle, et une vision qui relègue les femmes. Mais en même temps, on a aussi, à la même période, un ensemble de femmes qui ont des rôles sociaux. Donc il y a toujours cette forme d'ambivalence dans des sociétés qui, on le redit, sont quand même majoritairement patriarcales, où les femmes sont dominées, etc. Mais il y a quand même des places possibles. Ah, c'est assez intéressant. Comment la figure d'Ève influençait-elle la vision morale des femmes ? Je pense que c'est un petit peu ce que tu nous disais, justement, c'est qu'elle participe à cette vision un petit peu ambivalente. Quelle était la place des femmes dans le monde du Moyen-Âge ? Avait-elle une mauvaise réputation auprès du clergé ? Mais comme tu disais, une vision un peu... en tout cas éloigné de ce qu'étaient les femmes. Et ça se renforce surtout à partir du XIe siècle, puisque alors, il y a une forme d'ambivalence dans la première moitié du Moyen-Âge où les membres du clergé n'ont pas le droit d'être mariés à partir du moment où ils deviennent, enfin les membres du clergé qu'on appelle séculiers, c'est-à-dire les prêtres globalement, les prêtres, les évêques, etc. Et en fait, ils n'ont pas le droit d'être mariés, mais ils ont le droit d'avoir été mariés avant. Et le mariage est indissoluble. Donc, là, il y a une espèce d'ambivalence, ce qui fait qu'on a parfois des prêtres qui ont été mariés, qui deviennent prêtres, disons, à 40 ans, qui ont une femme et des enfants. Ça, c'est la thèse de ma collègue Margot Laprade qui vient de finir sa thèse, qui l'a montré. Et parfois, cette famille, elle reste là, elle reste existante. Donc là, on a quand même des hommes qui connaissent un peu les femmes. Alors, il y a évidemment, c'est condamné, etc., mais il y en a quelques-uns quand même. Et là, à partir de la réforme grégorienne du milieu du XIe siècle et surtout du début du XIIe pour cette question, c'est vraiment interdit. Et dans le clergé séculier, on ne peut plus avoir que des hommes qui ont été toujours célibataires. Donc là, il y a aussi un éloignement de ces hommes-là de ces femmes, et y compris des choses parfois assez violentes. On estime qu'il y a des femmes qui ont été chassées de leur maison par ces formes de reconfiguration. Donc là, on a un éloignement finalement de l'Église vis-à-vis de la figure féminine à partir du XIIe, mais qui est aussi le grand siècle de promotion de la Vierge Marie. Oui. Donc il y a toujours cette ambivalence. C'est intéressant. Franchement, ce que j'en retiens là de notre échange, c'est que vraiment, la place de la femme, elle va évoluer vraiment en corrélation avec l'affirmation des dogmes chrétiens aussi, et de leur infusion au fur et à mesure dans la société médiévale. Et du coup, avec l'image de la redécouverte des textes de Socrate, de Platon, d'Aristote, pardon. Et justement, il y a vraiment cette place de la femme. Elle va, en tout cas, j'ai l'impression, s'ancrer, se définir aussi au fur et à mesure que s'ancrent les dogmes chrétiens. Et à la fois oui, et en même temps c'est parce que, encore une fois, nos sources c'est l'Église et ces gens-là. Oui, aussi, c'est vrai. Mais non, mais c'est toujours la difficulté, parce que nous aussi on voit ça, et après on se dit, mais est-ce que la paysanne au fin fond de la Bourgogne médiévale, cette évolution théologique, ça a des incidences sur sa vie de tous les jours ? Ça, c'est une question quasiment insoluble. Donc on peut travailler sur plein d'autres questionnements, essayer de voir les choses différemment, mais quelle incidence ça a sur leur vie de tous les jours dans des sociétés qu'on connaît très très mal pour les campagnes ? C'est difficile à dire. Est-ce qu'on a une idée des occupations qu'elles pouvaient avoir ces femmes sur leur temps libre ? C'est vrai que les hommes, on parle souvent de la chasse, de la guerre, du tournoi pour les chevaliers. Est-ce qu'on a des idées des occupations qu'elles pouvaient avoir au quotidien ? Alors, pour les aristocrates, une occupation, mais en fait, pour toutes les femmes, une des activités majoritaires, c'est le travail du textile.
Alors, pour les femmes, disons, de la population normale, c'est un travail. Hein, c'est un travail pour payer des redevances, pour habiller les gens de la famille, etc. Et c'est quelque chose qui va leur permettre de payer ce qu'elles ont à payer. Et pour les femmes de l'aristocratie, c'est une espèce d'idéal moral de dire une femme doit toujours avoir les mains occupées, etc. Et on leur apprend, alors elles, on ne leur apprend pas à filer la laine et à tondre les moutons, ce qui est plutôt le cas des femmes de la population. On leur apprend plutôt, par exemple, à broder en fil d'or. Donc, c'est des trucs extrêmement précieux. Et ça, c'est vraiment toujours appelé dans les textes de la période que j'étudie, c'est les travaux des femmes. C'est les opera muliebria en latin, c'est les travaux des femmes. Et je connais un cas d'homme qui fait du travail textile et le texte est dit mais en fait c'est parce que vraiment c'était la dèche dans sa famille, ils n'avaient plus rien à manger, donc il est obligé de faire ça, mais normalement il ne devrait pas. Donc il y a vraiment une association extrêmement étroite des femmes à l'activité textile, à la fois des femmes lambda, des paysannes, etc. pour le travail, pour payer les redevances, vêtir la famille, et des aristocrates, plus pour l'aspect moral, vertueux que ça montre. Il y avait quelqu'un qui posait une question dans le chat tout à l'heure. C'est vrai que j'imagine que c'est difficile de savoir quelle était l'occupation peut-être des femmes dans le monde des campagnes, puisque c'est vrai qu'on a moins de sources à ce sujet. Mais au même titre que les hommes. Mais oui. On estime que en fait, la majorité des travaux des champs étaient en partie mixtes. Alors, il y a évidemment des choses qui sont plus d'un côté ou de l'autre, et ça, on le voit dans les textes normatifs. On a par exemple un grand texte de Charlemagne qui s'appelle l'Admonitio Generalis, c'est-à-dire l'exhortation générale, qui date de 789, et qui montre un ensemble d'activités dans les campagnes pour essayer de les réglementer en disant, par exemple, ce qu'on n'a plus le droit de faire le dimanche, parce que c'est le jour du Seigneur, etc. Et donc, on voit, par exemple, là aussi, que les femmes, elles n'ont plus le droit le dimanche de laver le linge en public. Ça veut dire qu'elles sont censées faire, elles ont le droit de le faire les autres jours, donc ça veut dire que ça existe. Et là, on voit peut-être des différences genrées avec les hommes plus sur certains travaux et les femmes d'autres, mais c'est assez léger. C'est vraiment très dépendant des différentes régions. Il n'y a pas du tout d'uniformisation. Et on voit peut-être un peu plus des femmes s'occuper des animaux et de la basse-cour, mais c'est vraiment pas sûr. Dans les textes irlandais ou au Pays de Galles, on les voit beaucoup s'occuper des vaches et de la transformation du lait, que ce soit en beurre ou en fromage. C'est un truc qui est très féminin dans ces espaces-là, mais c'est pas forcément le cas ailleurs. Et il y a des choses, y compris pour nous, qui sont un peu contre-intuitives. Chez Grégoire de Tours, donc au VIe siècle, on voit beaucoup de femmes s'occuper de faire le pain et la bière. D'accord. Enfin, la bière, c'est même un peu plus tard dans les redevances. Alors que nous, on se dit, la bière, c'est un métier d'homme, quoi. Sûr. Et en fait, au Moyen-Âge. Des moines. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, et en fait, au Moyen-Âge, on a pas mal d'occurrences de femmes qui s'occupent de brasser la bière. Voilà, il y a aussi des choses comme ça qui sont. Mais pas partout, pas tout le temps, mais il y a quand même des choses comme ça qui sont genrées, y compris à l'inverse de ce que nous, on perçoit. Voilà. C'est vrai que c'est bon de rappeler qu'on est quand même dans des sociétés. On est avant Philippe Auguste, on est avant quand même la conscience même de nation. On est vraiment dans des territoires qui sont où il y a très peu de mobilité, il n'y a pas de verticalité juridique où il y a une sorte de réglementation sur tout le territoire, et même s'il devait y en avoir une, et ben en fait, le temps qu'elle arrive, qu'elle se mette en place, etc., il y a évidemment c'est des choses qui font qu'on a une très grande... on n'a pas une uniformité dans le territoire, sur les lois, sur les statuts, sur les activités, etc. Ça, c'est important de le comprendre, même si on a l'impression que la société féodale crée cette forme de verticalité dans le pouvoir. En réalité, on sent qu'il y a de grandes disparités, que en fait, les gens connaissent surtout leur seigneur du coin, et puis qu'après, le roi ou l'empereur, dans le cas de Charlemagne... Et c'est difficile à concevoir pour nous, parce que là, moi, je suis venue en RER, j'ai fait 15 km, c'est une journée de travail, enfin, c'est une journée de marche pour quelqu'un. Et moi, ça m'a pris 45 minutes. Enfin, il y a aussi, et ça, c'est hyper difficile à concevoir pour nous, mais ce qui veut dire qu'à 15 km d'écart, il peut y avoir des coutumes différentes. Alors, pas radicalement différentes, évidemment, mais des pratiques différentes, des choses un petit peu différentes. Ouais, ça a une grande disparité dans le territoire, c'est important de le saisir, et que nous, on a la conscience d'un pouvoir central, avec des lois uniformisées, etc. Voilà, on en est très très loin dans ces périodes-là. Donc c'est pour ça, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que aussi les cas donc sont toujours aussi différents en termes de région. Il y a Netineti qui pose une question que je trouve assez intéressante, peut-être pas facile à répondre, mais existait-il des figures masculines qui défendaient une forme d'égalité sociétale entre les deux sexes durant cette période, ni même une forme de pensée similaire? Oui et non. Il y en a eu plutôt pour la deuxième période du Moyen-Âge, notamment au moment de la réforme grégorienne. Il y a ces grands réformateurs, il y a des réformateurs qui veulent mettre en place des monastères où il y a à la fois des hommes et des femmes. Alors ça existe déjà dans la période que j'étudie, mais c'est pas conceptualisé en tant que tel. Et là, par exemple, c'est Robert d'Abrissel qui fonde le monastère de Fontevraud, magnifique. On y était allé pour absolument exceptionnel. Ouais, c'est super à visiter. C'était une prison après, et en plus le musée montre bien à la fois le monastère et la prison, c'est super. Enfin, c'est super bien fait.
Et alors lui, il est critiqué par les sources, donc on est au tout début du XIIe siècle, parce que il était dans une vision où il y avait des hommes et des femmes qui coexistaient. Donc ça, on voit bien que ça pose problème. C'est là d'être assez marginal. En tout cas, c'est présenté comme une vision très originale à ce moment-là. C'est ça, tout à fait. Et après, quand il met en place son monastère à Fontevraud au début du XIIe, il y a une communauté masculine et féminine sous l'égide d'une abbesse, donc d'une femme, qui plus est d'une femme converse, c'est-à-dire d'une femme pas de l'aristocratie. Je sais plus, non, s'il y a peut-être de l'aristocratie, mais qui a eu des fonctions avant, enfin bref, qui a été mariée auparavant, enfin, oui, c'est ça, c'est plutôt qu'elle a été mariée auparavant, et pas autre chose. Et donc, là, il y a une forme d'inversion, mais, et c'est là qu'on voit toute l'ambivalence, ils ne pensent pas du tout dans un idéal égalitaire entre hommes et femmes et société égalitaire, ils le pensent comme une forme d'humiliation pour les hommes. Une forme d'humiliation supplémentaire, parce qu'ils vont être dirigés par une femme, qui plus est, une femme qui n'était pas vierge et qui avait été mariée. Donc c'est très ambivalent là encore, parce que on pourrait se dire oui, c'est quelque chose d'égalitaire, il y a des hommes, des femmes, et en même temps pour lui c'est une forme de punition particulière pour les hommes d'être dominés par une femme. Mais en même temps ça donne à cette femme plus de pouvoir sur les hommes. Donc on voit bien, là c'est toujours des jeux de renversement. Et sinon non, en tout cas pour la période que j'étudie, il y a pas d'idéal égalitaire, même si parfois on voit des choses qui peuvent nous paraître comme ça, mais c'est pas pensé comme tel. Là, c'est une question qui n'est pas facile, mais est-ce que tu as étudié, il me semble que c'est Divonorium, tu t'es quand même concentré sur toute la partie Europe plutôt occidentale. Est-ce que tu as eu l'occasion de lire des choses sur, par exemple, d'autres parties du monde, je pense au monde musulman ou peut-être même asiatique, sur les places des femmes? Est-ce que tu as réussi à voir quelque chose, des différences par exemple ou pas? Alors, il y en a. J'ai lu quelque chose là-dessus, mais je pourrais pas du tout en parler parce que l'historien est aussi spécialiste de son domaine et là, franchement, j'y connais vraiment pas grand-chose. La place des femmes dans les mondes musulmans, c'est très très différent. Le droit n'est pas le même, etc. Donc, il y a des choses très différentes, mais là franchement, j'y connais rien. Très bien, parfait. Mais c'est bien aussi, comme ça, au moins, il y a sûrement des gens qui ont travaillé sur le sujet. Est-ce qu'il y a des exemples de révoltes de femmes sur leurs conditions, que ce soit des protestations ou même simplement des révoltes intérieures partageant leur mécontentement dans des textes, par exemple? J'aimerais, hein, mais il n'y en a pas. Mais c'est intéressant, du coup, ouais, ok. Parce que pour la période que j'étudie, encore une fois, au XVe siècle, c'est différent, il y a des querelles historiographiques là-dessus, mais pour la période que j'étudie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de révolte des femmes, mais parce qu'en fait, c'est une période, on en parlait récemment avec des collègues, il n'y a pas vraiment de révolte dans la période que j'étudie. On connaît une révolte pour toute la période, une révolte de paysans en 996, pour la période 6e, 11e siècle. Donc il y a très très peu de révoltes. Donc forcément, il n'y a pas de révolte de femmes. Par contre, il y a ce que certains historiens ont appelé des révoltes à bas bruit, ou disons des modes de contestation. Et un cas que je trouve absolument fascinant, alors c'est pas une révolte, mais c'est pour vous dire des rares choses qu'on peut avoir parfois, c'est des femmes dans un monastère sur le Rhin, je crois, ou en tout cas dans cette zone-là, qui copient des textes, et qui copient des textes de Saint-Augustin, donc grand penseur chrétien, et qui enlèvent les passages les plus sexistes. Enfin, que nous, on appelle sexistes, voilà. Et en fait, elles ne les recopient pas. Et donc ça, c'est pas une révolte, mais c'est bien l'idée qu'il y a une forme de conscience que ce que dit Augustin peut être, alors que c'est Augustin, c'est pas n'importe qui, c'est un grand penseur qui est considéré comme un père de l'Église, etc. Mais quand même, on peut se dire, en fait, là, Augustin, il raconte n'importe quoi, donc on enlève. Mais ça, c'est aussi la manière générale des gens du Moyen-Âge de concevoir, enfin de mon Moyen-Âge, donc la première moitié du Moyen-Âge, de concevoir les textes qui sont très mouvants, on peut enlever ce qui nous plaît pas, etc. Donc on voit des choses, ça veut bien dire que ces femmes, elles ont conscience d'être des femmes et qu'elles ont conscience que Augustin, il raconte des choses peut-être pas très sympas sur les femmes. Mais c'est pas des révoltes, c'est pas du féminisme, voilà. Est-ce que on a des images d'hommes qui voyagent, qui vont découvrir d'autres contrées? Est-ce qu'on a des images des histoires de femmes aussi qui voyagent, qui restent pas forcément liées à un foyer, à un lieu? Oui, tout à fait. Là, c'est aussi, alors je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais Lucie Malbaud s'en parle aussi dans son livre sur les hommes et les femmes du monde viking. Une femme qui, si mes souvenirs, son nom s'appelle Estride, et qui se rend en pèlerinage à plusieurs endroits. Elle est en Scandinavie, elle se rend à Rome ou à Jérusalem, je ne sais plus. Voilà, donc là, elle bouge totalement aussi. Et à plus petite échelle, on peut voir aussi des femmes faire des pèlerinages. Par exemple, une femme qui est stérile, qui veut se rendre sur le tombeau d'un saint, elle peut aller en pèlerinage. Alors, évidemment, pour nous, c'est ridicule, elle fait 15 km. Mais enfin, 15 km aller-retour, ça fait 2 jours, plus le temps sur place. C'est quand même une mobilité qui est sans doute importante. Donc, on a des mobilités, des grandes mobilités, on en a. Moins que pour les hommes, mais on en a. On a des plus petites mobilités aussi. Et on a aussi, en Germanie au 8e siècle, tout un tas de missionnaires anglais, en fait, qui se rendent en Germanie pour évangéliser la région. Et il y a beaucoup de femmes, en fait, dans leur entourage. Donc, oui, on a des traces de mobilité qui sont pas spécifiquement féminine. La seule mobilité spécifiquement féminine, c'est au moment du mariage, puisque la femme va vivre chez son mari.
Et bon, si le mari habite à côté, voilà. Mais s'il habite loin, une femme, un exemple du VIe siècle, Brunehaut, dont on parlait tout à l'heure, elle est originaire d'Espagne actuelle, de Tolède, et son mari est en Austrasie, c'est-à-dire autour de Reims, Metz, etc. Donc, c'est un voyage. En plus, là, c'est un voyage sans retour. Enfin, c'est pour un mariage, on ne revient pas en arrière, etc. Donc là, évidemment, on a ce genre de mobilité pour les femmes de l'aristocratie qui sont des mobilités dues au mariage. Et est-ce que les femmes, justement, dans ce mariage, ont leur mot à dire ? Est-ce qu'elles peuvent dire non, je ne veux pas me marier ? Ou est-ce que finalement, elles sont surtout des monnaies d'échange diplomatique entre différents rois, seigneurs ? Il y a l'idéal et la réalité. Concrètement, elles n'ont pas leur mot à dire. D'accord, okay. Clairement, voilà, pour le dire, voilà. Mais à partir du 9e siècle, parce que le mariage, en fait, c'est une affaire de famille. Hein. C'est pas, c'est la famille qui décide dans l'aristocratie. Voilà. Mais à partir du 9e siècle, l'idée de l'Église, c'est de dire qu'il y a un mariage, on disait tout à l'heure, monogame et indissoluble, mais aussi un mariage par consentement mutuel, qui est une idée assez novatrice finalement pour l'époque. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les textes de l'Église, de dire, comme on disait tout à l'heure, si tu veux pas te marier avec machin, tu peux rentrer au monastère et tu as ton mot à dire. Mais ça, évidemment, c'est l'idéal de l'Église. Et en fait, on voit bien que dans les fêtes, elles n'ont pas leur mot à dire du tout. D'accord. Très bien. Donc, c'était assez intéressant. Rivenzi, une affaire de mariage, je connais. Oh, arrêtez, s'il vous plaît, avec ça. C'est insupportable. Hein, s'il vous plaît. On est sur de la vie histoire sérieuse, s'il vous plaît. Évidemment. À quel âge les filles étaient généralement mariées ? Est-ce qu'il y avait... Parce que ça, c'est... Alors, on joue un jeu très régulièrement sur cette chaîne qui s'appelle Crusader Kings 3. Et il est vrai que dans ce jeu de gestion, et je sais pas si tu connais ce jeu, voilà, il est vrai qu'il est possible que nous marions des fois des filles très jeunes à des messieurs très vieux. Est-ce qu'il y a une véracité historique là derrière ? Un peu. En vrai, un peu, oui. Okay. Alors, disons que selon la loi salique, mais comme je disais tout à l'heure, la loi, c'est une option parmi d'autres. Hein, donc, ça donne une idée. Voilà. Les filles peuvent être mariées. Donc, la loi salique, elle s'applique au monde franc. Les filles peuvent être mariées à partir de 12 ans. Donc, c'est jeune quand même. Hein, voilà. Oui. En fait, c'est à partir du moment où elles ont leurs règles, globalement. Donc, elles sont pubères. Ça, c'est la théorie. En pratique, on voit quand même qu'elles sont mariées un peu plus tard. C'est pas, on n'est pas dans le monde grec où elles sont en général mariées assez jeunes. Bon, après, elles sont mariées quand même autour de 15 ans. C'est pas non plus vieilles, mais disons que leur corps est peut-être un peu plus apte à avoir une grossesse qu'à 12 ans. D'accord. Donc, on a beaucoup de femmes qui sont mariées autour de 15 ans. On en a qui sont mariées plus tard, hein, mais disons que c'est au milieu ou fin de l'adolescence. Et les hommes, il semblerait, mais là aussi c'est difficile de faire des généralités parce que ça dépend de la période, ça dépend des espaces, etc. Mais les hommes sont en général mariés un peu plus vieux. Ce qui explique aussi ce que je disais tout à l'heure, qui est plein de veuves. Parce qu'en fait, si on est marié à 15 ans, même à un type qui en a 30, quand on a une espérance de vie plus limitée qu'aujourd'hui, on risque de passer un certain temps en étant veuve. Ce qui fait qu'on a aussi beaucoup de très jeunes veuves qui sont parfois remariées plus ou moins contre leur gré. Donc, disons que la tendance, c'est ça, mais il y a plein de cas qui vont à l'inverse, et de cas d'hommes jeunes mariés à des femmes vieilles. Il y en a aussi, mais la tendance, c'est ça. Est-ce que les gens posaient la question dans le chat tout à l'heure, est-ce qu'on a des images par exemple de femmes veuves qui se sont retrouvées avec les charges de leur mari et qui du coup n'ayant pas de descendants masculins, est-ce qu'on a des transferts de responsabilité, je dirais, entre une mère et une fille par exemple, ou une nièce ? Ouais, on en a un. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que zéro. C'est un cas que j'aime beaucoup, qui est en Angleterre au début du Xe siècle, qui est, alors pour ceux qui ont regardé The Last Kingdom, Ethelflaed, je sais pas. Moi je l'ai pas vu, mais c'est sûr que dans le chat, plein de personnes l'ont vu, c'est le personnage qui a inspiré Ethelflaed. Est un personnage historique, et donc elle était mariée au duc de Mercie, au duc des Merciens, qui est un aristocrate, elle-même étant la fille et la sœur d'un roi. Enfin, on est vraiment sur la très très haute aristocratie. Et cet homme est malade depuis un certain nombre d'années avant de mourir, et il semblerait qu'à la fin de sa vie, comme il était malade, c'est sa femme qui a pris en charge à peu près tout. Et puis comme c'était la fille et la sœur du roi, c'était quand même plus pratique. Et au moment de sa mort, c'est elle qui prend le pouvoir. Et ça ne pose visiblement aucun problème dans les sources. Enfin, ça a l'air d'être... C'est un non-événement. Okay. Ce qui est quand même assez intéressant. Et ils ont qu'un seul enfant, qui est une fille. Et au moment où Ethelflaed meurt en 918, elle essaye de transmettre le pouvoir à sa fille. Mais ça marche pas, puisque son frère, le roi, en fait, s'empare du duché et empêche ça. Mais c'est pas du tout expliqué en disant c'est parce que c'était une femme. Voilà. Donc là, on a un cas. Alors l'Angleterre, c'est spécifique, c'est sans doute pas possible sur le continent. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes réactions, les mêmes relations de genre. Mais on a ce cas en tout cas. Mais voilà, c'est un cas exceptionnel. Donc oui et non. Gardons-le comme quand même une exception. C'est une exception. Mais voilà, il était vécu comme tel à ce moment-là aussi. Mais qui existe. Et, oui, reprécise. Quand elle l'a fait, les juristes autour étaient en mode c'est normal ou
ou ils étaient plutôt surpris? Tu nous as dit que c'était... A priori, il n'y a pas de surprise. Ah, en c'est tout cas, intéressant, les ça. sources n'en parlent pas, mais c'est difficile parce que les sources, on a 2 sources pour ce moment-là. Une source qui est écrite dans son entourage. Forcément, ils vont pas dire que c'est pas bien parce que c'est favorable à son pouvoir à elle. Et une source qui est écrite dans l'entourage de son frère, donc celui qui s'empare après du pouvoir, qui ne parle pas en fait de ça. Donc ne pas en parler, ça peut être, dans un cas, ça peut être dire que c'est normal, et dans l'autre, dire c'est tellement pas normal qu'on ne va pas en parler. Là aussi, on est toujours sur l'ambivalence des sources. Il y a une question de de Binium qui pose une question. C'est vrai qu'on a l'image médiévale, et même qui a persisté jusqu'à très tard, de la moniale qui se charge des soins et qui est... Est-ce qu'il y a une véracité historique? Et quelle est la place, on va dire, des femmes peut-être justement dans les soins? Est-ce que c'était... Il y avait des femmes médecins? Est-ce que c'était une charge plutôt réservée d'ailleurs aux femmes ou pas spécialement? C'était pas réservé aux femmes, mais on en a. Et notamment autour de l'an 1100 à Salerne, donc au sud de l'Italie, on a des cas de femmes médecins, des espèces, alors pas d'école de médecine, mais de femmes qui exercent la médecine. Et même un cas qui est assez célèbre pour les historiens du Moyen-Âge, d'une femme qui s'appelle Trotta, à Salerne au tout début du XIIe siècle, qui aurait laissé un écrit médical qu'on appelle le Trotula. Trotula, ça veut dire littéralement le petit Trotta, donc l'abrégé de Trotta, enfin un petit texte de Trotta. Donc on a ce cas qui existe, qui là aussi, et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un cas au milieu de plein d'autres, mais en tout cas, dans ce milieu-là, ça existe. Et après, on imagine que pour tout ce qui est du soin aux petits-enfants, on devait avoir des nourrices, des femmes, sans doute des sages-femmes. C'est très difficile de savoir, mais on estime que ça devait exister. Très bien. Et comme ça, au moins, on a été plutôt exhaustif. Ah oui, et est-ce que ça, c'est une très bonne question, j'en avais pas du tout parlé. Neti repose une question sur l'accouchement. Est-ce que l'encadrement de l'accouchement est quelque chose de très féminin? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle dans les sources? Parce que c'est vrai que c'est quand même, le niveau de mortalité, ce genre de choses, c'est quand même... comment est-ce qu'on en parle dans cette période? Alors, on en parle toujours dans un prisme masculin et de l'Église. Il y a un très beau texte que je cite dans le livre, que j'ai fait avec mes étudiants plusieurs fois, que je trouve incroyable, où c'est l'évêque de Vienne qui écrit à sa sœur pour lui dire « C'est super, tu es rentré au monastère, voici ce à quoi tu échappes ». Et il décrit une vision de l'accouchement assez atroce, enfin vraiment des trucs. Oui, déjà, si tu arrives à survivre à ton accouchement, c'est pas mal. Ton gamin, il va mourir. Enfin, vraiment, c'est une vision assez atroce. Mais comme toujours dans ces sources, il faut bien que ça ait une part de réalité, parce que sinon, ça peut pas parler. Enfin, ça s'appelle un éloge consolatoire de la chasteté. Donc c'est pour dire, je te console, toi, ma sœur qui rentre au monastère, de ce que tu rates dans la vie. Évidemment, si ça la console, il y a une part d'exagération, mais c'est qu'il y a bien une part de réalité. Et on connaît très très mal ces situations. L'accouchement, c'est quelque chose qu'on connaît vraiment pas du tout. On peut juste l'inférer à partir de comparaisons avec les autres périodes. Mais on estime, là aussi c'est très difficile à faire, mais qu'il y a une mortalité, il y a une surmortalité en couche qui est extrême. Oui. Et on le voit même dans les femmes des classes supérieures de la société. Il y a beaucoup de femmes des familles royales qui meurent en âge de procréer. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont mortes en couche, mais souvent les sources ne parlent pas en fait de la naissance. Mais si on dit il y a une femme qui est morte à 25 ans alors qu'elle a eu 5 enfants, on peut se dire que c'est peut-être une mort en couche. On a un cas assez précis qui est celui d'une des femmes de Charlemagne, parce que Charlemagne a été marié plein de fois. Et il y en a une qui meurt à, je sais plus si c'est 23, 25 ans, à la suite de son 9e accouchement. Donc ça, c'est aussi une réalité sociale, mais qui est une réalité qui perdure jusqu'au 19e siècle, même malgré des améliorations de la médecine. Donc on a probablement, même si on les connaît très mal, une très forte surmortalité en couche, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe. Et une grande mortalité infantile aussi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est cette mortalité infantile-là qui fait baisser les statistiques souvent de l'âge des gens. C'est-à-dire qu'on est en mode, mais les gens mouraient à 30 ans au Moyen-Âge. Non, ils ne mouraient pas forcément à 30 ans. C'est juste qu'effectivement, la surmortalité infantile fait fatalement baisser la moyenne d'âge de ces périodes. Quel est, dans tes recherches, qu'est-ce que tu en retires de l'écriture de cet ouvrage que je vous conseille chaudement? On gravite autour de tous les sujets que tu abordes. Voilà, sur ce livre, La vie des femmes au Moyen-Âge, une autre histoire, donc 6e, 11e siècle. Qu'est-ce que tu retires comme enseignement, ou en tout cas comme découverte de cet ouvrage et même de tes recherches? C'est une très vaste question, parce qu'en fait, enfin, je ne l'ai pas forcément dit, mais je le mentionne un peu dans les remerciements. Je me suis beaucoup appuyée sur les cours que j'ai donnés à l'université. D'ailleurs, je pense que les étudiants qui vont lire ça, ils vont reconnaître des passages de manière assez précise. Sur certains cours, en tout cas, à certains niveaux que j'ai donnés à l'université. Donc, finalement, j'avais déjà fait les recherches avant pour l'expliquer à mes étudiants. Donc, ce que moi j'ai retiré, je pense que c'est les chapitres dont on a le plus parlé, ceux sur notamment les guerrières et les violences faites aux femmes. Parce que c'est ceux sur lesquels j'avais pas lu grand-chose et où moi j'avais envie d'écrire des trucs et de voir ce qu'il y avait à dire. Donc finalement c'est un peu aussi des chapitres que j'ai écrits parce que moi ça m'intéressait. Donc je pense que c'est dans ces chapitres-là que j'ai le plus appris. Et aussi sur le chapitre sur le travail, parce que comme je travaille moi plutôt sur des femmes de l'aristocratie,
la question du travail dans les campagnes, j'y connaissais vraiment pas grand-chose. Et je pense que c'était un manque dans ma vision, moi-même, du Moyen-Âge. Donc j'ai appris beaucoup de choses, moi aussi, en écrivant ce livre, parce que je me suis dit, ce sujet-là, je peux pas parler que des aristocrates, donc je vais aller faire des recherches là-dessus. Donc, moi-même, j'ai appris pas mal de choses, en fait, en l'écrivant, ce qui est toujours agréable aussi. Et quelle est la marge de manœuvre encore sur les connaissances, notamment de ta période, puisque tu parles de l'archéologie, de l'avancée dans l'archéologie. Là, tu travailles justement à l'Institut allemand à Paris sur les textes des femmes, écrits par des femmes. Qu'est-ce qu'on va découvrir encore sur ces périodes pour les femmes ? Vaste question. Je pense que l'archéologie a beaucoup à nous apprendre, notamment pour la question, comme je le disais, des femmes guerrières et des violences faites aux femmes. Ça, c'est vraiment, je pense que ce que j'ai écrit sera peut-être périmé dans 10 ans. Sur ces chapitres-là, et c'est pas grave, parce que c'est que la science change et la science évolue, et je pense qu'on est au tout début sur ces questions-là, des réflexions, ou du moins de réflexions renouvelées. Sur des femmes guerrières, c'est pas nouveau, mais je pense qu'on va vraiment profondément pouvoir renouveler les questions grâce à l'archéologie. Et sur les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui a été assez peu abordé par l'historiographie. Et donc là, on est... alors je sais pas si on va faire des grandes découvertes, parce qu'on fait jamais des grandes découvertes en histoire, mais c'est bien aussi de rappeler ça. Voilà, c'est un peu cumulatif. Donc je pense que c'est sur ces thématiques-là, on va pouvoir faire des choses nouvelles. Après, j'espère aussi que sur les textes écrits par des femmes, on peut faire des choses nouvelles, parce que c'est un peu ce sur quoi je travaille en ce moment. On croisait donc. Mais et après, en fait, sur les femmes, plus largement, on peut faire des choses sur l'histoire du genre, plus largement, et sur des questions des masculinités également. Finalement, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les femmes depuis les années 80, et évidemment parce qu'elles avaient été laissées complètement de côté par l'historiographie, donc évidemment, il fallait faire ce travail. Mais peut-être que par un retour, la question des masculinités qui est très travaillée en ce moment est aussi une manière de complexifier le rapport des femmes, puisque au Moyen-Âge, il y a des femmes qui peuvent être masculines, des hommes qui peuvent être féminins, et des choses comme ça. Et je pense que voilà, là, sur l'histoire du genre, on a encore beaucoup de choses à faire, plus largement que sur l'histoire des femmes en tant que groupe individuel. Exactement, comment est-ce qu'on se représente en termes de genre, en tant qu'homme, en tant que femme. Je pense que c'est hyper intéressant, et aujourd'hui, de toute façon, et comme les angles, la société avance, et du coup avec ses réflexions actuelles, et donc du coup forcément qui se projette sur nos réflexions historiques. Donc merci beaucoup en tout cas Justine d'être venue. Merci encore une fois pour l'invitation, c'est un plaisir. Ah non, franchement c'était un plaisir plus que partagé. Je pense que tu t'es prêté à un exercice beaucoup de ping-pong intellectuel où il faut répondre à plein de questions, donc merci beaucoup dans le chat d'avoir été très, on va dire, généreux sur les questions. C'était vraiment un plaisir de vous lire, et je pense qu'on a eu plein de questionnements, de réponses aussi qui, je pense, j'espère, vous ont plu. Justine Aubrand, du coup, c'est édité chez Perrin, et franchement, je vous le dis, c'est un bouquin absolument génial. La vie des femmes au Moyen-Âge, une autre histoire du 6e au 11e siècle. Voilà, comme on le disait, c'est un bouquin qui parle peut-être un petit peu d'une période du Moyen-Âge qu'on connaît un petit peu moins, et surtout des femmes de cette période que l'on connaît un petit peu moins. Donc n'hésitez pas, et franchement c'est très, très agréable à lire, donc bravo pour les travaux, comme on dit. C'est absolument génial. On vous a mis le lien du livre en description, donc avec le point d'exclamation invité. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et on en parle évidemment ça en parle de manière encore plus détaillée dans le livre. Donc foncez, c'est absolument super. Justine, merci beaucoup. Mais merci à toi. Et peut-être à bientôt pour un épisode 2, parce que franchement, c'était vraiment génial. Tu étais une excellente cliente, donc franchement, c'était génial. N'hésitez pas, là, sachez que évidemment, cette vidéo, cet entretien, ce live sera en rediff sur la chaîne Rivenzi, le Cercle de l'Histoire, qui est notre chaîne qui est dédiée à nos entretiens avec les historiens et les historiennes, et également sur le podcast Rivenzi, le Cercle de l'Histoire, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou sinon il y a Deezer aussi que j'oublie à chaque fois, mais il y a aussi Deezer, donc n'hésitez pas à y aller, à les écouter, les épisodes précédents ainsi que celui-ci, et à nous mettre une note très chouette s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup Justine. Mais merci à toi. À une prochaine. Est-ce que il y a des choses qui vont sortir, des bouquins que tu écris, ou là t'es vraiment dans la recherche pour 3 ans, là, et puis dans la on est recherche, des trucs qui vont être lus par 15 personnes maximum. Donc. Très bien, ok, on lit des textes en latin, et c'est super. D'accord, et merci beaucoup tout le monde. Nous on se retrouve demain matin en live à 10h, sachez-le, pour on va jouer à World of Warship. Donc on se retrouve demain 10h, et puis sachez que nous aurons très bientôt un prochain live histoire, donc début mars, donc soyez là. On a une programmation qui commence à se remplir, une vraie programmation sur les live histoire, et j'en suis vraiment ravi. Passez une bonne soirée, et on se dit à demain. Ciao tout le monde, salut.